Bon, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout se passe bien? Ah oui, là j'en reçois beaucoup. Hop, 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 hop. Eh ben parfait, ok. Alors, je vais démarrer par un petit sujet que j'ai écrit rapidement seul, et je voulais vous donner mon avis sur la situation actuelle. Alors, le premier point. Je ne démarrerai pas cette conférence. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Excusez-moi, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? John, ou John ou Raph, si vous pouvez juste m'envoyer un texto ou un WhatsApp, ce que vous voulez, sur le portable, où vous voulez, juste pour me dire qu'on me voit. D'ailleurs, j'ouvrirai un bouton. Hop là. Ouh, un peu stressé si vous voulez tout savoir. Ah voilà, voilà, ça y est. Très belle hôtel. Bonjour, de mon côté, c'est parfait. Le son animal. Bon, ok. Bon, de mon côté, pour être franc avec vous, mon chat il bug. Vous êtes beaucoup à être connectés. On est exactement 1675 personnes. Je- Ok, ok, je suis revenu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, je suis revenu. Il y a eu un bug. En fait, vous avez fait sauter les serveurs, le logiciel. C'est bon, je suis revenu. Ouais, c'était assez court cette fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel est fait pour avoir que 1000 personnes et on est déjà 1800 et en fait, on a fait sauter le serveur. Donc, je viens d'avoir un message de Livestorm qui m'ont dit que c'est bon. On est revenu, tout est bien. Je suis désolé. En fait, le logiciel n'est pas prévu pour qu'on soit autant. Donc, comme quoi, on a réussi à faire péter les serveurs. Bravo à vous. Et plus rien tout noir alors que c'était très bien. Bah, ça y est, on est revenu, Laurent. Roland. Alors, on est parti, on démarre. Je vous embrasse très fort. Je voulais vous dire, c'est la dernière, c'est pas négligeable pour moi, c'est un moment important. On va démarrer d'abord par, j'aimerais vous savez, je devais avoir au départ Alain Dinin, qui malheureusement a annulé. Après, je devais avoir Valérie Bédag, et malheureusement, avec ce qui s'est passé pour M. Ruggieri, bon, bah, on a, on a préféré voilà, ne pas continuer les faire venir sur un webinar. Ils n'avaient pas le moral pour ça. Donc, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, rendre un petit hommage à Jean-Philippe Ruggieri, qui, je ne le connaissais pas très bien, donc je ne vais pas me permettre de pouvoir parler pour lui. Simplement, ce qu'il y a de très drôle dans cette situation, c'est que on se parlait beaucoup, Ruggieri et moi. On ne se connaissait pas très bien, mais on se parlait beaucoup par LinkedIn parce qu'il était assez drôle. Il aimait beaucoup ce que je faisais et il m'avait écrit 2 fois des messages en me disant bravo David, j'aime beaucoup votre état d'esprit. Vous êtes très précurseur dans votre domaine. Et en fait, je ne savais pas, moi, au début, qui était Jean-Philippe Ruggieri, pour être franc avec vous. Et je regarde et je vois directeur général Nexity. Donc, j'appelle mon associé, je lui dis, je crois qu'il y a un type qui est en train de se foutre de moi parce que je crois qu'il y a le directeur général de Nexity qui est en train de me faire des compliments. Et en fait, il me faisait des compliments et à chaque fois que je balançais un poste, eh ben, il me faisait un compliment. Euh, voilà, donc je pense que pour tous ceux qui ont connu Jean-Philippe Ruggieri, je pense que c'est le plus important de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui. On est une grande famille et la grande famille de Limo Perdu, un de ses plus proches amis. Voilà, donc Jean-Philippe, là où tu es, je veux que tu saches qu'on fera le maximum pour continuer et j'irai de toute façon à la sortie du confinement rencontrer Alain Dinin pour essayer de savoir quelles étaient
tes objectifs et tes passions. Et on essaiera de pouvoir continuer à transmettre les messages que tu avais démarrés. Voilà, je t'embrasse très fort. Je ne sais pas où tu es, mais sache que nous, en tout cas, on pense très très fort à toi et on t'aime très fort. Voilà. Donc, voilà, on y va. Alors ensuite, on passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est que je veux encore le redire, à chaque fois je le redis, on est dans le meilleur pays du monde. Et beaucoup de Français l'oublient. Beaucoup de Français ne pensent pas à ça et pourtant c'est la base. Vous savez, depuis le confinement, on va dire, sauté en parachute et notre parachute, il ne s'est pas déclenché. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais aujourd'hui, on a tous sauté, on est tous en l'air, on ne sait pas encore comment on va se retrouver dans cette situation. Et l'État, pendant qu'on est en l'air et que le parachute ne s'est pas déclenché, lui, il a décidé de faire quelque chose. Il a dit, bah tiens, je vais vous donner 3 parachutes en plus. Je vais vous donner le PGE, je vais vous donner le chômage partiel et je vais vous donner la santé gratuite. Et ces 3 choses qui aujourd'hui l'État nous a données, je pense que chaque Français en oublie. Et je pense qu'il faudrait absolument, pour ceux qui ne le pensent pas, pour ceux qui ne se rendent pas compte de la chance qu'on a d'être en France, je pense qu'il faudrait qu'ils aillent vivre dans d'autres pays pendant 6 mois, qu'ils se rendent compte un peu de la situation économique, de la difficulté de la démocratie, parce que on voit Édouard Philippe qui est parti parler devant l'Assemblée nationale et on a dit ah ouais non mais on s'en fout. En fait c'est pas rien l'Assemblée nationale, c'est pas rien la démocratie. Il y a des gens qui se sont battus pour ça et je pense qu'il faut absolument qu'on se rende compte de la chance qu'on a de vivre dans ce pays. Et ceux qui s'en rendent pas compte, allez faire un petit tour dans d'autres pays, vous verrez comment c'est, y compris les États-Unis où j'ai des amis qui sont en train d'y vivre et qui m'ont dit mot pour mot, David, si on a le Covid, c'est 35 000 $. Voilà, ils m'ont dit, c'est 35 000 $, c'est pas compliqué. Donc ici, nous, on a le Covid, on a peur pour notre santé. Eux, ils ont le Covid, même s'ils ne meurent pas, ils perdent 35 000 $ par personne. Donc, à un moment, il faut absolument qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Je pense que ceux qui ne se rendent pas compte ne sont pas sur ce webinar. Bah, on ne sait jamais. Et bah, à nous de transmettre les bons messages aux bonnes personnes. On continue. Voilà, alors, je voulais transmettre parce qu'avant qu'on a démarré, j'ai vu Jeanne Fossé qui est du Pays Basque. J'ai vu Bruno Le Marchand qui est de Lille. Toutes les personnes d'où vous êtes, écrivez les villes d'où vous venez parce que c'est hyper important pour moi de me rendre compte qu'on arrive à réunir la France entière dans ces webinars. Voilà, je vous aime très fort. J'avais autre chose à dire. Non, c'est bon. Allez, on démarre. On démarre. On démarre. Orléans, Lille, Tarbes, Saint-Étienne, Nice, Saint-Malo, Quimper, Lyon, Reims, ici, oh, vous vous rendez compte? Ici, les Moulineaux. Antibes, Madrid, Montpellier, Paris, Paris 16e. Bah ouais, non, Jacob, on est de Paris 16e. Alors, on y va. J'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le ministre, malheureusement, ne pourra pas être avec nous. Il a un rendez-vous qui vient de tomber de la part de tout en haut. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai appris il y a 1 heure et on a enregistré tous les deux une petite vidéo de 15 minutes où je lui pose les questions que j'allais lui poser. Et il y répond. Voilà, je vous lance la vidéo. Si vous êtes OK, juste dites-le moi. Est-ce que tout va bien? Il n'y a pas de bug? Tout va bien pour l'instant? Allez, je vous lance la vidéo, les amis. Et après, on va avoir Meka Brunel, si vous pouvez vous préparer. On va essayer d'avoir votre avis. Alors, comment ça marche? Voilà, action. Partage à média. Excusez-moi, hein, c'est le temps que ça arrive. Voilà la vidéo du ministre. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier David Bramy pour l'initiative. Alors, je m'en vais. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier David Bramy pour l'initiative qui a été la sienne d'organiser ces webinars. Ce sont pour moi des moments très importants parce qu'ils permettent d'échanger
d'échanger sur la situation que nous traversons, une situation inédite, avec des conséquences au niveau national, mais aussi au niveau local. Et puis d'échanger aussi sur les solutions qu'il nous faut mettre en œuvre aujourd'hui et demain, pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs que vous êtes, l'ensemble des Français face aux difficultés actuelles. Et c'est vrai pour les questions de logement, comment aujourd'hui dans la période, et puis demain au moment du rebond, nous allons devoir construire plus de logements abordables. C'est vrai également des commerces de proximité, de l'activité économique de manière générale. Comment aujourd'hui la maintenir et comment faire en sorte que demain, le rebond soit encore plus fort. Que prévoit le gouvernement pour soutenir l'immobilier dans la relance de l'économie ? L'immobilier est évidemment un secteur essentiel qu'il nous faut soutenir pendant la période de confinement et après la période de confinement. Alors, pendant la période de confinement, que faisons-nous ? D'abord, nous avons sécurisé le cadre juridique. C'était une demande de beaucoup d'acteurs. Nous avons ensuite permis de dématérialiser beaucoup d'opérations. Je pense à ces décrets que nous avons pris pour permettre la signature devant notaire de manière dématérialisée de l'ensemble des actes. C'était très important là aussi. Je pense également à la possibilité donnée de réceptionner des chantiers de manière dématérialisée. Ça n'était pas possible auparavant pour beaucoup d'opérations. C'est chose faite, le cadre juridique a été amendé pour vous le permettre. Et puis il y a encore des points que nous sommes en train de travailler. Je prends un exemple sur lequel j'ai été beaucoup interpellé ces dernières heures. Si demain, la période sanitaire est étendue, est-ce que la période des délais sera elle aussi étendue ? Évidemment, mon souhait est de faire en sorte que l'activité puisse reprendre et c'est pour ça que nous prendrons des textes dans les prochains jours à nouveau pour permettre de ne pas rallonger encore une fois les délais de l'ensemble des opérations. Je crois que c'est très important. Et enfin, nous sommes d'ores et déjà en train de travailler sur le rebond, sur le soutien de l'activité économique, que ce soit de l'immobilier de logement ou de l'immobilier commercial. Nous y travaillons et l'ensemble des propositions des acteurs professionnels que vous représentez seront bien évidemment étudiées avec une grande précision. Elles sont extrêmement importantes. Selon vous, quelles doivent être les priorités de ces propositions ? La priorité, c'est de soutenir l'activité de l'immobilier de logement, de l'immobilier commercial, l'activité de toute la chaîne, et il ne faut surtout pas oublier de toute la chaîne de ce monde de l'immobilier. Alors comment faire ? On y travaille, comme je vous le disais, depuis maintenant de nombreuses semaines. On a mené beaucoup de concertations et je crois que des propositions issues de ce webinaire ou d'autres sont extrêmement utiles pour venir compléter ici ou là les idées que nous pouvons déjà avoir ou que nous avons déjà reçues. Je ne vais pas vous les détailler là parce que nous le ferons le moment venu. Aujourd'hui, la priorité est évidemment de gérer la fin du confinement, de préparer le déconfinement et puis le moment venu de faire l'ensemble de ces mesures en faveur du rebond. Mais je voudrais partager avec vous plusieurs intuitions. La première, c'est que l'immobilier, qu'il soit de logement ou commercial, évidemment a un rôle massif à jouer. Évidemment, puisque l'immobilier aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'actifs dans notre pays. Au final, l'immobilier doit avoir un poids dans le rebond équivalent au poids qu'il représente déjà dans l'économie française. Et puis, deuxième intuition, c'est que cela doit porter à la fois sur la construction neuve, évidemment, mais aussi sur la réhabilitation, avec une volonté d'avoir des locaux qui soient abordables, respectueux de l'environnement, et peut-être encore plus avec des interrogations sur l'aménagement du territoire. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes pleinement impliqué. Comment fait-on pour aménager des villes durables ? Comment fait-on pour que l'ensemble des choses que nous avons peut-être encore plus apprises pendant cette crise sanitaire, elles soient demain suivies d'effets dans cet aménagement du territoire, qu'il soit de logement, qu'il soit commercial ou qu'il soit d'infrastructure. Tous les commerces des petites villes sont touchés de plein fouet par cette crise. En tant que ministre de la Ville et du Logement, au sein du ministère de la Cohésion des Territoires, avez-vous des projets pour sauver ces commerces qui sont le poumon économique de ces villes ? Moi, j'en ai la conviction profonde. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi. Ce défi de l'aménagement du territoire, ce défi
de la redynamisation d'un certain nombre de nos villes. Personne ne peut accepter que nos cœurs de ville périclitent. Personne. Personne ne peut accepter de voir que dans beaucoup de villes, les commerces de proximité disparaissent, que des logements sont parfois très délabrés, et qu'au final, ce sont l'ensemble des activités de vie qui, aujourd'hui, quittent ces centres-villes pour partir de la ville et s'installer autre part. Je crois que personne ne peut l'accepter. Donc, face à ça, moi, je veux qu'on mette en place des mesures fortes. On l'a déjà fait avec une grande politique qui s'appelle la politique Action Cœur de Ville. Plusieurs milliards d'euros que nous sommes en train de diffuser avec la Banque des Territoires, notamment, partout sur le territoire français, et qui, aujourd'hui, commencent à porter leurs fruits. Nous avons également mobilisé ce qu'on appelle des opérations de revitalisation du territoire, c'est-à-dire de nouvelles opérations qui visent à accompagner les collectivités territoriales dans ce qui peut être des facteurs de réussite pour redynamiser le centre-ville, les commerces, les logements, l'activité économique et sociale. Et puis enfin, on a mis en place aussi des dispositifs fiscaux. Je pense à celui qui porte mon nom, le de Normandie dans l'ancien, qui permet d'accompagner les investisseurs institutionnels et particuliers pour leur dire, aujourd'hui, investissez, quand vous faites un investissement locatif, dans l'ancien, dans la revitalisation, la réhabilitation de ces logements, dans ces centres-villes. Pourquoi ? Parce que lorsque vous réhabilitez un logement dans un centre-ville, vous recréez une dynamique. Et cette dynamique, elle va jusqu'à recréer les commerces de proximité et donc soutient l'activité commerciale. Et vous voyez ça, cette revitalisation des centres-villes, moi j'y crois depuis toujours, puisque ça fait déjà 2 ans que nous avons lancé cette opération Action Cœur de Ville et l'ensemble de cette politique. Et je crois que le moment que nous avons traversé montre à quel point il est nécessaire de continuer à avancer dans cette voie, d'aller certainement encore plus vite, encore plus fort, encore plus loin, mais de le faire avec beaucoup de détermination, parce que la réponse à la crise, ce serait une réponse économique, ce sera aussi une réponse sociale. C'est l'accompagnement des acteurs que vous êtes, le soutien de l'activité que vous représentez, mais avec une vision globale d'aménagement du territoire et de se dire que des territoires où aujourd'hui l'activité diminue, il doit faire l'objet d'une attention particulière pour la rebooster. Voilà, là aussi une intuition forte qui est la mienne et en tout cas une direction dans laquelle j'engage l'ensemble de mon ministère depuis maintenant plusieurs années. Je continuerai à le faire avec encore plus de force. Bruno Le Maire a nommé Jeanne-Marie Prost pour conduire la médiation très polémique sur les loyers entre bailleurs et enseignes commerçantes. Pouvez-vous nous en dire plus ? Je crois que, évidemment, la situation, elle est très singulière, elle est compliquée pour tous, elle est compliquée pour les petits commerçants, elle est compliquée pour les bailleurs de ces petits commerçants. Et quand je parle de petits commerçants, je parle de commerçants qui aujourd'hui peuvent avoir l'ensemble de leur chiffre d'affaires totalement stoppé. La première des préoccupations qui a été la nôtre a été d'accompagner l'ensemble des acteurs. C'est évidemment l'assurance chômage partiel, mais c'est aussi ce fonds de solidarité que nous avons mis en place. Et puis, il y a également cet appel vis-à-vis des bailleurs pour suspendre les loyers de ces commerces en très grande difficulté et souvent de petite taille. Je crois que la médiation que vous évoquez, la médiation confiée à Jeanne-Marie Prost, elle était nécessaire. Elle était nécessaire parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il nous faut trouver les meilleures solutions entre les fédérations des bailleurs et les fédérations des commerçants. Parfois au cas particulier, parce que chaque situation est particulière. Et donc je crois que cette médiation qui commence, elle était nécessaire. Je suis confiant dans le fait que Jeanne-Marie Prost, que je connais depuis longtemps, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans la médiation, notamment lorsqu'elle était responsable de la médiation du crédit, sache trouver les bons voies et moyens pour à chaque fois élaborer les solutions. Alors oui, ça reste des sujets compliqués, évidemment, et je crois que tout le monde en a conscience. Mais face à ces sujets compliqués, il faut avancer avec méthode. Et cette méthode, c'est notamment cette médiation ouverte et confiée à Jeanne-Marie Prost. Et je crois qu'il faut qu'on arrive par ce biais à trouver les meilleures solutions, toujours dans cet état d'esprit constructif et de soutien et de solidarité les uns vis-à-vis des autres. Quelle est votre position concernant Airbnb en France, sachant que vous aviez demandé avant le confinement de renforcer les contrôles dans chaque agglomération ? D'abord, moi, je voudrais saluer des initiatives
prises par Airbnb ou prises par les chaînes hôtelières qui sont de véritables élans de solidarité. Je le constate tous les jours. Je suis responsable notamment de la mise à l'abri des sans-domicile fixe, et c'est par un partenariat exemplaire avec les chaînes hôtelières que nous avons réussi à mettre à l'abri beaucoup de personnes en très grande précarité. Mais j'en veux pour preuve aussi le partenariat que nous avons lancé avec Airbnb pour proposer des logements à du personnel soignant, à des personnels dans les EHPAD, à des travailleurs sociaux qui parfois étaient en difficulté alors même qu'ils étaient au front pour lutter contre le Covid-19. Et donc je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, saluer ces élans d'initiative parce qu'ils sont, je crois, l'image de la grandeur de solidarité dont notre pays sait faire preuve pendant ces périodes de crise. Alors votre question, elle porte sur, au final, le respect des règles. Moi, j'ai une position qui est très claire. Dans la vie, lorsqu'il y a des règles, lorsque les règles elles sont édictées, notamment par le Parlement, c'est-à-dire lorsque ces règles sont des lois votées par la représentation nationale, eh bien, tout simplement, elles doivent être appliquées. Et je m'y affaire tous les jours de s'assurer que les règles sont bien appliquées. Parce que c'est comme ça qu'on garde la confiance et que cette union entre les uns et les autres, elle est possible. Parfois, ces règles, on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette. Moi, j'en veux pour preuve un exemple. Lorsque nous avons réalisé que le contrôle des transformations de locaux commerciaux en logements Airbnb n'était pas possible. Les règles ne le prévoyaient pas. Eh bien, nous avons changé pour donner un cadre qui permette de regarder, encadrer, veiller, contrôler de tels changements. Parce que de tels changements, ils peuvent avoir des incidences très fortes sur l'aménagement du centre-ville, sur parfois des commerces qui disparaissent. Et comme vous l'aurez compris, moi j'attache une très forte priorité au développement économique et commercial de nos centres-villes. Et donc nous avons modifié, et aujourd'hui, mon positionnement il est clair. Lorsqu'il y a des règles, elles sont là pour être appliquées. Et donc j'y veille. Mais ces règles, elles sont établies avec une finalité. C'est protéger les Français dans leur activité au quotidien, mais aussi dans le développement économique des territoires. Et c'est toujours ça qui doit primer. Comment on fait pour faire un aménagement du territoire qui soit durable, abordable, et qui permette à nos territoires de vivre pleinement, de se développer économiquement, et de ne jamais prendre un chemin inverse. Et pour ça, l'immobilier commercial, il a un rôle fondamental à jouer. Je crois que c'est parfois une pierre angulaire de ce développement économique, et c'est ça que nous devons soutenir avec force. Pardon. Alors, reprenons nos moutons. Alors, sympa ton chien, merci. Discours général et politique, les derniers webinaires, c'est comme les suites de bons films, c'est moins bien. Bon, c'est pas très gentil, Cyril. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire mieux. Cyril, d'accord? On a eu le ministre. On va tout de suite passer à Meka Brunel parce qu'on va rentrer avec des intervenants un peu plus d'aller-retour parce que là, c'est vrai que c'était un peu... comme il n'y a pas d'échange comme on le fait d'habitude, c'est vrai que c'est un peu moins soutenu. Voilà. Très instructif. Allez hop, le chien. Vous aurez dû organiser un concerto pour Pipo. Ah c'est pas gentil ça. Donc vous êtes... Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Vous regardiez? Oui, je regardais. Parfait. Alors. Les commentaires sont... Ouais, voilà. Donc on va laisser les commentaires. Après, vous savez, je vais vous dire pour tous ceux qui commentent. Vous savez, c'est facile de critiquer. Essayons de construire plutôt que de critiquer, parce que c'est trop français de critiquer d'ailleurs. C'est trop facile de critiquer. Franchement, si ça ne vous dérange pas, essayons de construire plutôt que de critiquer. Sinon, vous avez le droit de partir. Alors. Déjà, premièrement, on est en ligne avec Meka Brunel, donc la CIO de Gecina, directrice générale de Gecina. Avant de commencer, j'aimerais... Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais d'abord parler de quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est les femmes. Parce que,
on m'a beaucoup reproché de ne pas avoir atteint la parité. On m'a beaucoup reproché de ne pas avoir assez de femmes dans mes webinars. Comme encore une fois, c'est facile de juger les personnes. Je voulais vous dire que j'ai essayé d'appeler beaucoup de femmes. J'en ai appelé au moins une trentaine. Il y a d'abord un article que je voudrais vous partager, que j'ai lu la dernière fois quand j'ai appelé Meka pour lui en parler. L'article, c'est « Seulement 3 femmes sur les 120 dirigeants dans les plus grandes entreprises françaises ». Il y a Isabelle Rocher de Engie, il y a Sophie Bellon de Sodexo et il y a Meka Brunel. Et encore plus intéressant, Meka Brunel est la seule dirigeante parce que les 2 autres dames dont je viens de citer sont au conseil d'administration. Donc c'est quand même impressionnant. Je pense que dans… Pardon David, Isabelle Cocher a quitté son poste au mois de février, je crois. Et donc, il y a aussi Anne-Marie Hydrac, qui est présidente d'Air France. D'accord. Alors, juste un point, je voudrais dire quelque chose quand même, c'est important. Le problème ne vient pas de David Bramy qui fait des conférences. Le problème vient de nous tous, qui devons, à un moment dans nos prises de décision, accepter d'avoir beaucoup plus de femmes dans les postes à direction. Les femmes… aujourd'hui ont une place très importante. D'ailleurs, je lisais un article, bon, on n'aura pas le temps de perdre du temps, je ne vais pas passer encore 20 minutes là-dessus, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi, et Meka le sait, et Joël Chauvin le sait aussi. C'est des choses qui sont très importantes pour moi. Rachida Dati vient d'écrire un super article, je vous invite à l'écouter et je vous invite à le lire, sur la femme, et elle dit que la femme ne doit pas perdre les acquis qu'elle a gagnés avec le temps, et surtout avec ce confinement, parce qu'elle disait, comment ça va se passer là ? Le mari va aller travailler et la femme va devoir rester à la maison pour gérer les enfants. Donc, il faut absolument que nous, les hommes, on puisse aussi prendre pour nous. Voilà. J'ai fini. Ah oui, non, juste dernier point. Et donc, dans les sociétés où il y a des femmes, regardez l'article comme il est intéressant, la marge opérationnelle d'abord, quand elle est de 10% des entreprises où on compte moins de femmes, lorsqu'elles ont plus de femmes, elles comptent 25%. 15 points, c'est ce qui fait gagner en marge opérationnelle la présence des femmes au haut niveau. Même chose sur la performance boursière. Sur les 10 ans, les 10 entreprises les plus mixtes affichent près de 300% de croissance contre 43% pour la moyenne des entreprises du CAC 40. Donc voilà, bravo. Il faut absolument qu'on puisse étudier les compétences et non pas le sexe, comme vient de le dire Alban Dartois. J'ai fini. J'ai fini et on va démarrer l'interview avec Meka. Alors, Meka, déjà, je voulais vous remercier du fond du cœur parce qu'on ne se connaissait pas du tout. C'est vrai. Je vous ai appelé et on s'est retrouvés à parler pendant presque 1h30 au téléphone. On a refait un peu le monde et vous m'avez très rapidement dit oui. Et je voulais vous remercier. Avec plaisir. Alors, première question. Bravo pour votre organisation. C'est pas simple, mais c'est intéressant. Merci, Meka, merci. Alors, première question. Comment va se porter le marché du bureau post-Covid ? Oula, ça commence très fort. J'aurais dû m'arrêter à votre article sur la qualité des femmes, comme ça je vous aurais salué et c'était terminé. Écoutez, c'est franchement beaucoup trop tôt de le dire, mais il faut quand même se garder de passer dans les excès comme d'habitude. Et d'ailleurs, ce n'est pas que français. Avec ceux qui disent plus personne ne reviendra au bureau, on va rester à la maison, et ceux qui disent mais non, il faut reprendre coûte que coûte, ou le télétravail c'est la panacée, ça nous fait faire des économies de loyer et on n'a qu'à envoyer les gens à la maison. Moi j'ai plusieurs remarques à partager. Je pense que le monde de demain, comme dans beaucoup de domaines, va être un monde qui va partager énormément de choses, qu'on a besoin de voir ses collègues. Le fait de pouvoir télétravailler, c'est très bien et ça nous a permis d'être confinés rapidement pour ceux qui pouvaient télétravailler, hein, parce que par exemple chez Gessina, nos gardiens d'immeubles ou nos personnels de résidence, eh ben, ils sont vaillants et ils sont sur le terrain et j'en profite pour les saluer. En revanche, plusieurs remarques. En fait, on se rend compte pendant cette période de confinement, en télétravaillant tout le temps, que nous travaillons toujours avec les mêmes 10 personnes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chance de rencontrer quelqu'un au café, dans le couloir, de saluer quelqu'un, de papoter 2 minutes, d'avoir des idées, en discutant de choses et d'autres, avoir de nouvelles idées. Donc, c'est quand même très renfermant et ce n'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir une vision globale.
Ma deuxième remarque, c'est que ce confinement et ce télétravail, alors on a été tous sous stress globalement, mais pour tous ceux qui ont télétravaillé, ils ont travaillé beaucoup en ne respectant pas le droit à la déconnexion. Il faut savoir se déconnecter et nous ne sommes pas capables de le faire de nous-mêmes. Donc, il faudra qu'on s'impose des pauses, des moments où on prend un verre d'eau, j'en sais rien, on prend aussi le café dans sa cuisine, etc., pour réfléchir à autre chose. Et ma troisième remarque, c'est quand même, on peut télétravailler, mais de tiers-lieux et pas de la maison. La maison doit être quand même sacralisée. Il doit y avoir un endroit où on ne doit pas être tous, chacun de son côté, entre les enfants qui travaillent sur leurs ordinateurs et les parents aussi de leur côté, en train de parler derrière les écrans à des êtres fantômes ou des images. Exact. Où on doit pouvoir avoir ce lieu un peu sacralisé, où on doit pouvoir échanger. Alors ça, c'est pas très... je vous parle de bon sens de ménagère. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Meka. Je vous coupe deux petites choses parce qu'il y a des messages super de gens sur le chat qui disent 200% d'accord avec vous, Madame Brunel. À terme, le télétravail est un appauvrissement en développement personnel, en management et en leadership. Et il y a une dame qui vous a écrit, Marion, qui a écrit « Vous êtes un modèle pour nous de réussite ». Gentil. Voilà. Alors, on continue sur la deuxième question, Meka. Vous avez aujourd'hui réduit votre rémunération de 2 mois de salaire à titre de solidarité pendant cette période. Est-ce que la bienveillance et la solidarité va devenir obligatoire dans le monde de l'entreprise? Écoutez, il y a une chose qui est formidable. Vous parliez du fait que nous étions dans un pays qui était exceptionnel. Je dirais que ce qui est formidable, c'est ces élans de solidarité qui n'ont pas attendu des ordres et des instructions pour se développer. Je trouve ça exceptionnel et ça montre à quel point notre société peut s'adapter aux circonstances. L'effort que j'ai fait, Jessina n'a pas souhaité accéder ni au chômage partiel ni à d'autres moyens mis en œuvre par le gouvernement parce qu'on avait la capacité de résister pendant 2 mois. Évidemment, si ça dure très longtemps, nous sommes comme tout le monde, nous ne pouvons pas résister. En revanche, d'abord, c'est passé par le conseil d'administration. Nos administrateurs indépendants ont fait la même chose aussi sur une partie de leur rémunération concernant les conseils d'administration sur le Covid. Mais ce sont ces gestes qui ont valeur d'exemple et de symbole. Et c'est modeste globalement. Mais surtout, ce qui était important pour nous, c'est que ça soit contribué à la fondation d'entreprises dans des actions qui vont être entreprises au profit des victimes du Covid. Et ça, pour nous, c'est important parce qu'en fait, on n'a pas encore vu la fin du film et ça va durer un certain temps et nous devons continuer à être mobilisés. L'histoire n'est pas terminée. Et c'est pas le 11 mai que l'histoire se termine. Ça ne fait que commencer. Un nouveau chapitre sera ajouté au reste. Je suis d'accord. Alors, j'ai une question un peu plus personnelle. Après, on reviendra à des questions plus techniques, mais j'ai une question un peu plus personnelle. Quel est l'actif dans votre patrimoine où vous avez le plus d'affect dessus? Voilà. Alors, je sais qu'on en avait parlé un peu au téléphone. C'était difficile d'y répondre parce que vous me disiez, David, les actifs d'une société, c'est un peu comme les enfants d'une famille. Mais on a toujours un actif qui vous a le plus touché. Et écoutez, je maintiens ce que je vous ai dit. Non seulement je suis maman, mais je suis grand-mère de 6 petits-enfants et le 7e est en route. Nous attendons bientôt. Je ne peux pas choisir. Chacun est spécial, chacun est particulier. Ce qui m'intéresse dans les actifs immobiliers, dans les immeubles, c'est leur histoire grande et petite. Les histoires non seulement de la construction, de ce que cela a représenté, etc., les symboles, mais c'est aussi les histoires des hommes et des femmes qui l'ont constitué. Par exemple, on a un immeuble résidentiel dans notre patrimoine où a résidé Barbara et elle a composé la chanson Rémusat. Vous vous rendez compte, on écoute cette chanson et on ne se rend pas compte que ça peut être dans le patrimoine. Ça fait partie des choses qui nous font vibrer. Mais il y a aussi des histoires de la construction d'après-guerre. Tous ces immeubles résidentiels qui ont été construits pour abriter les gens, pour reconstruire la France après-guerre, avec des obligations de mixité sociale, 75% de logements, 25% de bureaux, commerce, activités, etc. Tout ça, ce sont des histoires grandes et petites qui font l'histoire d'un pays, qui font l'histoire d'une nation, qui font l'histoire de la planète. Et c'est ça qui est important. Si je dois quand même dire quel est l'actif le plus important, moi je dirais que ce qui est important, c'est l'histoire des hommes et des femmes
qui, évidemment, ils peuvent, de leur plein gré ou en quittant la société, rester, mais qui constituent l'histoire de la société. Et on n'est pas obligé d'y être attaché à jamais. Mais Quand on donc, travaille, il n'y en a pas un spécifiquement. et il n'y en a pas un spécifique. Je ne peux pas vous savez, il y a des tas d'histoires, et surtout les histoires dont je me souviens. Alors, je ne les ai pas tous connues. Hein. Moi, je suis dirigeante de cette société depuis 3 ans, mais j'y ai vécu il y a très longtemps. J'ai travaillé pendant 11 ans. Mais cette histoire-là, c'est l'histoire c'est des tas d'histoires, de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va obtenir le permis? Est-ce que notre client sera content? Est-ce que, je ne sais pas, moi, une panne va être réparée? Les soirées qu'on a passées à négocier, etc. Et c'est tout ça qui font les souvenirs et qui impriment nos mémoires. C'est ça qui est important. Merci. Bon, alors, il y a pas mal de gens qui vous disent que vous êtes une grande dame. Et il y a quelqu'un, bravo madame. Bon, bah écoute. 56, c'est gentil. Bah écoutez, j'y peux rien, moi, c'est pas moi, c'est eux. Hein. Alors, bravo madame. Ah, ça c'est bien, vous voyez. François Radnac a écrit « Enfin de l'humain dans les affaires, ça c'est la vraie vie ». En fait, j'ai pas envie de vous quitter, donc je trouve des questions depuis tout à l'heure. Normalement, j'ai pas le droit. Non, mais j'ai pas le droit parce qu'il faut que je m'arrête avec chaque intervenant. Mais j'ai pas envie de vous quitter, Meka, tellement que vous êtes. Il y a beaucoup d'invités prestigieux. Ouais, mais vous dégagez tellement des bandes ondes, Meka, que c'est incroyable. Alors, bon, allez, une petite dernière. On se fait une petite dernière tous les deux. Bah, j'en ai deux. Allez, laquelle on choisit? Allez, ce confinement vous inspire-t-il des changements dans votre modèle d'entreprise? C'est une question. Vous ne me posez que des questions difficiles, hein, vous vous êtes rendu compte. Hein. Mais j'ai pas le choix. Et attendez, et je vais vous dire, il a eu un peu de chance, le ministre, qu'on ait dû l'enregistrer en amont, parce qu'elles auraient été un peu plus compliquées, je vous le dis. Hein. C'est ça. Écoutez, le modèle d'entreprise, en tout cas, vous voyez bien qu'on a envie de garder les bonnes choses qu'on avait d'avant, notamment le relationnel, le contact, le temps qu'on passe ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Même quand on est, vous savez, quand on est devant un match de foot ou quand on est dans une équipe de rugby, etc., même quand on n'est pas d'accord, on a le droit de dire, oh, ça va pas, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Mais il faut garder ce côté-là, il faut garder l'humain, mais il faut aussi pouvoir mieux adapter la technologie, mieux adapter les bonnes choses. Par exemple, du fait de ce confinement, pendant 2 mois, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de façon drastique. Il y a maintenant des tas d'animaux qu'on ne voyait pas, des oiseaux, des hérissons, des canards en ville, etc. Il faut garder ce côté mixité aussi avec la nature, sans vouloir d'ailleurs imaginer que tout cela va devenir, on va pas tous devenir des paysans, on n'a pas tous la main verte, moi d'ailleurs la première, et pourtant j'essaye, hein, je suis persévérante, mais j'y arrive pas. Mais en revanche, à cela, on doit rajouter tout ce qui nous a permis de passer ce moment-là, ces élans de solidarité, ces élans de partage, ces élans de temps passé ensemble. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure qu'un autre, j'ai plein de défauts, beaucoup de gens me le rappellent régulièrement et quand ils ne me le rappellent pas, je me le rappelle moi-même. Mais je pense que cette combinaison, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, les dirigeants d'entreprise se parlent de plus en plus maintenant. Eh bien, il faut continuer, il faut partager. On ne détient pas de vérité révélée. Partageons, partageons, partageons. Et surtout une chose, il ne faut pas imaginer qu'en sortant de là, il faut oublier le développement durable, le changement climatique, les gaz à effet de serre. Au contraire, il faut accélérer. Il faut en mettre plus. Meka, je voulais juste vous dire, vous faites partie des gens, après ça ne s'explique pas, un peu comme Joël Chauvin d'ailleurs, un peu comme certains invités que j'ai eus, on vous écoute et on peut rester des heures à vous écouter comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et il y a une dernière, et on va finir sur ça, il y a Claire François qui vient d'écrire tout à l'heure dans le chat, qui a écrit, et je pense que c'est la belle définition pour pouvoir vous laisser. Elle a écrit « Vous êtes solaire ». Et je pense que vous êtes solaire, vous avez quelque chose de solaire, on vous regarde et on est, je sais pas, vous pouvez parler de tout, et on est content de vous écouter. Voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous me touchez beaucoup, merci infiniment, et, je suis très touchée. Et à très très bientôt, Meka. On va avoir juste après, on va choisir ensemble. Tiens, allez, on prend le CIO de la FNAC. Voilà, absolument. Allez, on y va. Merci, Meka. Au revoir. Au revoir. Wow, c'est une grande dame. Je voulais vous dire, j'adore cette dame. J'ai passé la première fois qu'on s'est au téléphone, j'ai passé 1h30 avec elle et en fait, on n'arrivait plus à raccrocher tellement il
il y a quelque chose chez elle. Voilà, c'est du concret. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça. Elle parle concret. Ouais. Elle est concrète. Bravo. Vous avez tout dit. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Sophie Mérandon. Vous avez dit, elle est concrète. C'est la justesse de l'expérience. Ouais, vous avez. Elle est exceptionnelle, cette dame. Mieux que le ministre. Ouais, bah écoutez, comme quoi, une personne de terrain, ça se voit. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Voilà pourquoi il faut plus de femmes. Bravo Aurélie. La parité, la vraie. Non, mais je le pense vraiment, ce que je pense sur les femmes. Et je passe un petit message à ma femme. Je te le dis, je t'aime. Et si tu as besoin que je laisse un peu de côté ma société pour les enfants, pendant une journée ou deux, bah, je le ferai. Voilà. Et si on peut tous le faire pour nos femmes, ça serait une belle preuve voilà, si on peut prendre une journée pour nos enfants et laisser notre femme s'occuper de son pro, je pense que ça pourrait être une belle preuve un beau message qu'on pourrait transmettre. Allez, on appelle Enrique Martinez, qui est... Thibaut, il est rapide ce Thibaut. Il va plus vite que moi, Thibaut. Enrique. Ah, Enrique, on va y aller. T'as compris comment gagner des points? On est quel ministre? Une journée sur deux, c'est tout. Par semaine, c'est beaucoup, non? Seulement une journée sur deux. Merci, elle est vraie, elle est concrète. Allô? Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alors, les amis, on est en présence du CEO de Fnac Darty, Enrique Martinez, qui nous a fait l'honneur de venir, qui nous fait l'honneur de pouvoir partager avec nous des vraies questions et des questions, oui, j'espère, hein, mais il va répondre sans langue de bois. Voilà. Alors, je vous présente Enrique Martinez, le big boss de la Fnac Darty. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser, Enrique, si vous me permettez. La première, c'est la question que tout le monde se pose. L'annonce dans la presse du déblocage du PGE, 500 millions d'euros, un demi-milliard, a fait beaucoup de bruit. À quoi va vous servir ce PGE? Bon, merci David, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Les PGE, on est content d'avoir été les premiers grands groupes français à pouvoir réussir à les négocier. L'objectif du PGE, c'est nous aider à passer pendant les prochaines semaines et un peu plus tard des besoins de liquidité plus importants dus à l'arrêt de l'activité soudain de nos magasins. Alors aujourd'hui, on est un pure player, tout ce qu'on a toujours détesté, on est devenu par obligation, mais ça veut dire qu'on a une baisse d'activité très forte et des obligations importantes en matière des paiements, notamment des marchandises, et il nous fallait avoir un soutien additionnel de liquidité au-delà de nos lignes traditionnelles, et on a réussi à négocier avec nos banques, avec les soutiens de l'État. J'étais, parce qu'on a parlé de ça, qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de monde qui a réagi de manière un peu irrationnelle à mon avis. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas l'argent public, c'est un prêt donné par les banques, certes avec une garantie de l'État, ce qui a probablement aidé aux banques à prendre ces risques, une garantie de l'État pour 70%, pas plus. J'ai vu qu'il y a d'autres qui ont signé avec une garantie de l'État à 90%, nous étions à 70%, et une garantie de l'État qui est rémunérée, donc nous avons payé à l'État ce qui nous a été demandé pour honorer ces garanties. Alors, donc en fait... L'important, j'ai fini, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas donné, c'est un prêt qu'on doit rembourser. Donc c'est juste qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas l'État nous a donné de l'argent, non, les banques nous ont prêté de l'argent qui nous devons rembourser. Voilà. Alors, alors, elle n'est pas prévue cette question, mais en fait, en parlant de la Fnac, je pense à cette question. Soyons patriotes, il y a Jean Huet, soyons patriotes, arrêtons d'acheter sur Amazon et achetons France. Alors, on va en revenir après, Jean Huet, on va y revenir à cette question. Ne vous inquiétez pas que je vais me faire plaisir. Quelle innovation mettons en place face à Amazon? Il y a plein de questions intéressantes, mais malheureusement, on va essayer d'en prendre quelques-unes. Alors, moi, je voulais juste vous dire quelque chose. Depuis que je suis petit, et je vous parle du fond du cœur, depuis que je suis petit, la Fnac, pour moi, c'est un moment privilégié. Quand j'étais jeune, j'appelais mes copains, j'appelais même mon associé. Le samedi, on se disait, on fait quoi? Viens, on va à la Fnac. Et c'est vrai que la Fnac, c'est une sortie. C'est une sortie pour beaucoup d'entre nous, de découverte, de plaisir, d'aller se balader dans les rayons pour découvrir les nouvelles choses. Et je voulais vous le dire du fond du cœur, pour beaucoup, après, je ne sais pas pour ceux qui nous regardent, mais pour beaucoup, la Fnac, c'était un moment important. Merci. Alors, vive la Fnac. Alors, on va direct dans le sujet qui nous intéresse. Et vive Darty quand même. Je ne peux pas t'en laisser dire.
pour la Fnac, mais aussi pour Darty. D'accord. Alors, aussi pour Darty. Alors, eh ben, tu vois, il y en a qui ont dit, moi, j'allais à la Fnac des Halles. Alors, on va dans le sujet qui m'intéresse. Amazon. La semaine dernière, j'ai été assez virulent sur Amazon. Je ne sais pas s'ils nous regardent, je leur ai proposé de venir. Après, ils verront s'ils ont envie de venir ou pas. On ne va pas parler de la concurrence déloyale, on ne va pas tirer sur une ambulance en panne quand ils ne sont pas là, donc je n'aime pas faire ça. Par contre, ce que j'aimerais, c'est, moi je suis fier d'être français, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un label qui explique que la Fnac, par exemple, respecte les charges sociales, respecte la TVA française, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre le Made in France ou pas le Made in France. On regarde le prix et on s'en fout du reste. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ça? Parce que vous payez des charges. En fait, bêtement, on va parler quelque chose de concret. Quand j'achète une télé 300 euros, pardon, sur la Fnac et que je l'achète 300 euros sur Amazon, en clair, vous gagnez moins d'argent qu'Amazon. Oui, pas beaucoup des raisons qu'on doit s'expliquer, mais la Fnac, comme toutes les sociétés françaises, on paye un taux d'imposition de 40%. 40% de bénéfices de la Fnac sont payés à l'impôt. On attend que ça va descendre, mais c'est probablement la fiscalité la plus forte du monde. Les acteurs, comme tu l'as dit, ils ne sont pas soumis à la même fiscalité. Et là, même en Europe, parce que tous ces bénéfices sont répatriés aux États-Unis et parfois sont taxés très bas. Donc ça crée une distorsion de la concurrence très forte. Il ne faut pas oublier une chose que les personnes ne savent pas. Amazon est né aux États-Unis pendant une période où les online aux États-Unis, ils ne payaient pas l'impôt local. Donc ça a fait que Best Buy, tu achetais ton iPhone chez Best Buy, tu payais à New York, tu payais 10% de taux d'impôt, c'était l'impôt local, et les online, il n'y avait pas d'impôt. Et c'est comme ça qu'a démarré toute l'histoire de la distorsion fiscale qui a permis à une société qui avait beaucoup de choses qui sont bien, on ne va pas tout dire négatif, mais dans ces matières de respect, de fiscalité, de tous les avantages qu'ils ont eus, ils ont bénéficié d'aides énormes. Donc aujourd'hui, pour la faire courte, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas les mêmes niveaux d'impôts que les autres parce qu'en gros, ils ne déclarent pas de bénéfices sur les activités retail. Ils sont soumis pas à les mêmes règles que nous, par exemple, sur le respect de la confidentialité des données, de la fameuse RGPD, parce qu'ils sont basés au Luxembourg et l'État luxembourgeois n'a pas la même vision de cette norme que l'État français et d'autres choses, par exemple. Mais en fait, il y a un moment. Il y a une nouvelle qui est sortie hier, ça intéresse tout le monde. L'État américain a placé Amazon France dans la liste noire des sites qui sont propices à la copie des produits dans le monde. Et ça, c'était l'État américain. C'est eux-mêmes qui l'ont fait sur eux-mêmes. Ouais. Mais attendez, il y a une question que je me pose. Pourquoi? Parce que vous avez dû monter au créneau quand même depuis le temps avec les ministres, avec les politiques. Ouais. Qu'est-ce qu'ils répondent Enfin, pourquoi il n'y a pas un peu de protectionnisme? Tu sais, je n'ai pas de protectionnisme, mais il y a un peu l'impuissance des pouvoirs publics de pouvoir s'attaquer à des plateformes qui ont trouvé des failles dans nos systèmes. Je te dis par exemple, l'État français, il y a des règles dans les concurrences physiques extrêmement précises et difficiles à franchir. Et tu peux pas faire l'achat en concurrence, il te fait X% des parts de marché, etc. Mais par contre, ils sont impuissants face à des acteurs américains qui sont, comme Google, 90% des parts de marché sur les moteurs de recherche. Ou sur Amazon, qui sont 50% des parts de marché sur les clouds ou sur les e-commerce. Il y a énormément, c'est un nouveau monde pour lequel les lois des gouvernements ne sont pas adaptées. Et après, il y a un deuxième niveau de complexité, et ça, c'est Welcome l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déléguées à la concurrence européenne, et là, c'est une énorme difficulté, et parce que tous les pays européens ne sont pas alignés. Par exemple, sur la fameuse taxe GAFA, des années que d'un côté, les pays de l'Est, puis l'Irlande, puis l'Allemagne, ils se sont opposés parce qu'ils voulaient qu'Amazon investisse dans ces pays, ils voulaient faire une concurrence par rapport à d'autres. Alors, ça a fait qu'il n'y a pas encore aujourd'hui une loi qui oblige à ces GAFA de payer des impôts comme nous. Enrique, je pose une question. Est-ce que cette crise vous a fait changer votre vision sur le e-commerce? Parce que pourquoi Amazon il fonctionne aussi bien? D'ailleurs, vous m'avez répondu quand je vous ai posé cette question, qu'on a préparé rapidement les questions. Vous m'avez dit, mais David, Amazon fonctionne aussi bien aujourd'hui, il perd de l'argent, Amazon, vous m'avez dit. Amazon Retail perd en Europe, et c'est connu, il perd pas loin des 8% de son chiffre d'affaires en retail. Donc en fait, vous vous battez contre
contre un type qui, aujourd'hui, travaille parfois à perte. Ouais, mais pas que nous. Tous les retailers français, ils savent bien. On a une obligation de proposer les services digitaux à nos clients. Bah, il ne faut pas oublier que le groupe, il fait presque 2 milliards de chiffre d'affaires en volume d'affaires. On n'est pas un petit PME, donc on connaît les commerces. On voit les difficultés, parfois, de s'ébattre contre des acteurs qui ont des obligations de résultats qui ne sont pas les vôtres. Moi, j'ai des actionnaires, j'ai payé d'impôts, j'ai mes collaborateurs. Il faut que je développe une activité un minimum rentable pour payer mes frais. Amazon, parce qu'ils ont une phase de conquête, ils se font financer par la bourse et ils se font financer par l'activité du cloud. Ils peuvent se permettre en Europe de perdre des centaines de millions d'euros. Okay. C'est impossible à se battre avec ça. Alors, juste, on va revenir, puisque Françoise Champin me le demande, on va revenir au sujet de l'immobilier, puisque on me demande de vous en poser. Qu'attendez-vous, tiens, on va revenir au sujet de l'immobilier, comme ça Françoise sera contente. Qu'attendez-vous des bailleurs concernant l'annulation des loyers? Mais moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est une situation exceptionnelle. Okay, je pense que personne ne sait comment y s'y prendre. Et il va falloir que tout le monde il soit raisonnable et se mette sous la table pour avoir trouvé une solution. Moi, j'attends de mes bailleurs qui s'approchent de nous deux, on va trouver des manières de le faire, pour qu'on regarde la situation, comment elle impacte les différentes sociétés, les différentes activités. Pour les retail, ce qu'on est en train de vivre, c'est cataclysmique. Hein, d'un jour à l'autre, 80% de notre chiffre d'affaires il a disparu, les magasins sont fermés, il y a encore des magasins qui ne vont pas réouvrir le 11 mai parce que les centres commerciaux, et tout ça, ça a des conséquences très importantes. Nous venons de faire 2 années de suite en France avec les gilets jaunes et la grève de transport à Paris, où nous avions été les seuls à porter ces charges. Je pense qu'une 3e fois, ça va être trop. Et en tout cas, si c'est la recette que les bailleurs veulent l'imposer à tout le monde, je préconise qu'il y aura des morts dans les retail massivement. Et j'ai entendu des chiffres qui commencent à sortir, des pronostics au retail aux États-Unis qui parlent des milliers de boutiques qui ne vont pas réouvrir après la crise. Je pense que les bailleurs ils sont intéressés à soutenir ses clients, soutenir ses partenaires pour les aider à passer ensemble ces crises et se trouver plus dans la durée. Bon, donc vous avez payé vos loyers ou pas? Comme tu as compris, non, nous n'avons pas payé. Nous pensons que pendant que les magasins ne sont pas ouverts, nous ne les devons pas faire. Et en espérons trouver ça en bon dialogue avec nos bailleurs rapidement. Parce que je pense qu'il faut qu'on sorte rapidement de ces situations. Et je vais te dire plus, il y a beaucoup de monde pronostique qu'après l'ouverture, les conditions d'exploitation ils vont devenir totalement différentes. Et l'activité, il ne va pas revenir à la normale avant quelques mois, voire plus d'un an. Je me demande, est-ce que les bailleurs, ils doivent aussi accompagner ces périodes pour que ces commerçants ils puissent s'exprimer avec qualité pour continuer à avoir un bon investissement, des bonnes équipes pour accueillir bien ses clients, ou est-ce qu'on doit s'arquivoter sur un paiement des loyers qui est contractuel, certes, mais qui ne correspond plus à la qualité des commerces d'aujourd'hui? Je pense que ça, c'est une question, et je comprends que la réponse est acceptée à la légère, ce type de choses, c'est difficile. Je pense que ça va partir pour une discussion plus profonde avec nos bailleurs. Bon, merci en tout cas, Enrique. Merci beaucoup d'être venu. Et je vous remercie d'avoir été aussi tranché sur vos avis. Ouais, écoute, merci à vous et rendez-vous à tous à partir du 11 mai. Ah ouais, on va bosser là, ça va faire du bien. On va venir à la FNAC. On doit acheter une télé. D'ailleurs, s'il y a Darty, et d'ailleurs, s'il y a un petit code promo, on est preneur. On est 2000 là, vouloir. Allez, merci Enrique. Tellement de promos. Allez. Merci. Bon, on sait jamais si on peut avoir un petit code promo, on sait jamais. Alors, merci Enrique. Quel argument bien compris, ce n'est pas optimiste. Ok, allez, on est parti. On enchaîne avec Eric Kaiser, parce que Eric Kaiser doit nous laisser. Il m'a envoyé un petit texto là. Parce que Eric Kaiser, le pauvre, on oublie, mais. Enfin, le pauvre et pas le pauvre, c'est qu'Eric Kaiser travaille. Eric Kaiser bosse. À la différence de nous, qui ne bossons pas beaucoup. Alors, Eric Kaiser, je l'appelle tout de suite. Est-ce que vous croyez, les amis, que Meka Brunel est encore avec nous? Ce serait super si elle est encore là. J'y crois pas trop. Alors, Eric Kaiser, je l'appelle en WhatsApp. Voilà. Miam miam. Bonjour Eric. Ça va? Ouais, super.
Bon, les amis, je ne sais pas si on a besoin de le présenter. On est tous au moins allés une fois manger un gâteau chez Eric Kaiser. Bon, moi, mes enfants adorent d'ailleurs, je vous le précise, adorent le, le macaron à la framboise, délicieux. Et on est tous au moins venus une fois chercher sa baguette. Alors, si je peux me permettre, Eric, on est. Oh, tu me vois, ça fait bizarre de savoir. Ah, ça fait bizarre. Alors, maintenant arrête, c'est bizarre, c'est perturbant. Alors, Eric, on démarre par les questions. Vous avez fait partie des activités. Bon, pas besoin de présenter, hein, Eric Kaiser. D'habitude, on commande, mais pas besoin de présenter. Alors, vous avez fait partie des activités autorisées à ouvrir. Est-ce que vous êtes satisfait de votre chiffre d'affaires ou au contraire, vous n'êtes pas super content? En ce moment, c'est compliqué puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui sont à Paris, bien sûr. Il y en a qui sont partis ou les gens ne viennent pas travailler, donc ils viennent moins déjeuner chez nous. Mais on va dire qu'on a en tous les cas essayé de continuer à faire un travail très qualitatif, faire quelque chose de bien. Et puis, nos boulangers, nos pâtissiers, nos vendeurs sont très heureux de pouvoir, bien sûr, satisfaire au mieux ou essayer de satisfaire au mieux nos clients. Et ça, je crois que c'est extraordinaire. On s'aperçoit qu'il y a tellement de gens qui sont seuls chez eux et qui ont besoin de passer à la boulangerie, de parler un petit peu, ou qui ont besoin de service. On a essayé justement de répondre à cette attente en respectant bien évidemment les règles, parce que c'est très important. Et ça a été une expérience nouvelle pour nous. Je dis toujours, c'est vrai, on est en train de refaire un apprentissage dans notre métier de commerçant. C'est de réapprendre à travailler différemment. Et les flux, et la clientèle, et bien sûr, alors, parce que c'est une question qu'on se pose, est-ce que les chiffres ont suivi ou c'était pas exceptionnel quand même? Même si c'était ouvert, c'était pas super. Non, c'est pas super parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Vous voyez bien, il y a des gens qui ont eu, il y a même certaines personnes qui ont reçu des PV parce qu'ils sortaient pour acheter leur pain. Bon, il a fallu du temps que les gens comprennent comment ça fonctionne. Et les policiers également, les pauvres, on ne va blâmer personne, tout est compliqué dans ces périodes un peu différentes, on va dire. Et puis les gens, s'ils viennent, ils se dépêchent, oui, ils viennent acheter du pain, mais ils achètent pour 2 jours, pour 3 jours, et ils ne reviennent pas après. Bon, mais là, tout doucement, ça revient. On s'aperçoit que les gens sont contents de pouvoir sortir un petit peu depuis quelques jours, un peu plus, on va dire. Et je crois que ça fait du bien. Alors, il y a pas mal de demandes, il y a pas mal de personnes qui demandent que vous ouvriez des Eric Kaiser au Maroc. Voilà, pour info. On va ouvrir bientôt. On était en projet, on est en travaux. Et on va ouvrir. Bon, parfait. Alors, on continue. On va avoir un peu de retard avec tout ça. Ça a été compliqué cette période dans le monde entier. On a souffert beaucoup, mais alors, ça repart. Combien de temps cela va mettre pour vous à reprendre l'activité? Je pense qu'il va falloir une bonne année. D'accord. Ça repart vraiment. Parce que il va falloir que les gens se réhabituent à ressortir déjà. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ressortir dehors autant qu'avant. Et puis, il y a des gens qui vont faire du télétravail, malheureusement, parce qu'ils seront obligés. Et puis, on voit dans le monde entier, par exemple, quand je prends New York, on s'aperçoit aujourd'hui que la ville elle est pratiquement fermée. Et beaucoup de gens ne vont pas reprendre le travail dans les bureaux, etc. Ça va revenir tout doucement. Et en France, ça va être un peu la même chose. Ok. Une bonne année, je pense, pour que ça reparte normalement. Est-ce que vous avez pris le PGE? J'ai refait les prêts classiques, on va dire, mais j'ai pas le PGE, d'accord. Allez-vous quand même continuer à vous développer? Qui était très bien. Allez-vous quand même continuer à vous développer? Continuer, bien sûr. D'accord. Oui. Donc vous croyez en l'avenir? On était en train de reprendre. Oui, on croit en l'avenir. On était en train de reprendre quelques magasins dans les Alpes-Maritimes. J'étais justement là-bas, j'en reviens. Je pense qu'on va continuer, oui, parce que si plus personne ne fait rien, ça va être compliqué la vie. D'accord. Dernière question, Eric. Il m'en reste 2. La première, quel est votre gâteau préféré chez vous? En ce moment, j'allais dire c'est la tarte aux fraises que je l'adore. C'est un produit de saison très bon. Mais sinon, la tarte mon, j'aime beaucoup. Les éclairs au café, les financiers. D'accord. Ok, merci. Et la dernière question, c'est si vous étiez au gouvernement, même si vous ne faites pas de politique, quelles mesures vous auriez lancées pour faire repartir l'économie? Moi,
moi, je pense que j'aurais essayé de donner un petit peu de, je sais que c'est compliqué, mais un peu de positivisme à tout ce qui se passe, parce que je crois que vraiment beaucoup de gens ont peur de sortir de chez eux aujourd'hui. Je crois que c'est bien de stresser les gens, de leur faire prendre conscience de ce qui se passe, mais il ne faut pas non plus, vous voyez, qu'on fasse l'inverse et qu'on pousse les gens à ne plus sortir de chez eux, parce que ça serait terrible, parce que c'est comme ça que viennent un tas de problèmes, un tas d'autres mots, j'allais dire. Je pense que j'emmènerais du positivisme, mais je donnerais aussi des bonnes nouvelles un peu aux Français. Ils en ont besoin, au monde entier d'ailleurs. D'accord. Merci en tout cas, merci beaucoup Eric, et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci Eric. Alors les amis, on continue. On va appeler... alors bon, merci d'avoir autant échangé. Alors on va appeler Antoine Frey tout de suite. Parce que... Alors attendez, juste je vais désactiver mes notifications. Ah bah, il a bloqué mon téléphone. D'accord. On lui demande trop à mon téléphone. Allez, on appelle Antoine Frey. Et d'ailleurs, j'ai un message à lancer. J'ai eu une longue discussion avec le ministre du logement, avec le ministre des Territoires, Julien Normandie, sur la réhabilitation des centres-villes. Et je pense qu'il y a un message qu'il faut absolument transmettre, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où le plus important n'est pas de savoir ce qu'il y a dans les boutiques, mais ce qu'il y a devant les boutiques. Et il faut recréer de l'animation dans les centres-villes. Voilà, je pense que c'est le plus important pour moi. Thibaut a déjà mis en place le nom, donc on est en ligne avec Antoine Frey, président directeur général du groupe Frey. C'est un immense honneur d'avoir Monsieur Frey avec nous pour nous rejoindre. Et voilà, on va lui. Ah non, quand même, je suis content. Non, je suis content. Franchement, je vous le dis, je suis content. Alors, j'ai peut-être rapidement nous présenter le groupe Frey. C'est 3 pays. C'est une foncière. C'est vous qui la présentez ou c'est moi? Non, allez-y, c'est vous. C'est une foncière qui est cotée sur le marché parisien, qui est présente sur 3 pays, qui développe et qui possède des centres commerciaux de plein air. Voilà, une équipe d'une centaine de personnes, un peu plus d'1 milliard d'actifs et un peu plus d'1 milliard d'euros de projets dans le tube. Voilà. D'accord. Ok, alors ma première question, elle va être, vous avez dit dans la presse, je crois que c'était sur BFM, vous avez dit un bail est un contrat à long terme entre adultes consentants. Que vouliez-vous dire par là? C'est assez clair. Le bail, c'est un contrat à long terme entre adultes consentants qui ont lié leur lien pour prospérer ensemble. C'est un élément constitutif fondamental de la valeur du fonds de commerce pour le commerçant et de la valeur de l'immeuble pour le propriétaire. Et c'est un contrat particulier, c'est pas un contrat comme les autres. C'est dans ce sens-là que j'ai commencé cette phrase. D'accord. Alors, vous faites partie des gens, un peu comme Philippe Journeau que j'avais eu au tout début, qui ont voulu accompagner leurs locataires. Je vous félicite d'ailleurs, je vous le dis. Après, on n'est pas là pour savoir qui est bien et qui n'est pas bien, mais en tout cas, les bonnes actions, il faut quand même les souligner. Vous avez débloqué 15 millions d'euros pour vos locataires. En clair, si j'ai bien compris, on avait une discussion ensemble, 15 millions, c'est ce que vous avez touché comme loyer. Donc, vous avez débloqué le montant de vos revenus pour les donner à vos locataires. Enfin, vous allez peut-être nous détailler. Vous pouvez nous expliquer un peu ce déblocage de 15 millions pour vos locataires? Ouais, en fait, c'est une méthode un peu technique, mais on a considéré qu'on ne toucherait pas au bail ni au règlement du loyer. Les locataires vont payer leur loyer. Par contre, on va leur fournir les moyens de le faire. Donc, en fait, ça reviendra au même, mais c'est une technique un peu différente. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On neutralise l'intégralité du loyer sur la période de fermeture, mais aussi sur la période de réouverture, en prenant en considération que le premier mois de réouverture, il n'y aura qu'environ 50% du chiffre qui sera réalisé, le mois suivant 75% et le mois suivant 90%. Tout ça mis bout à bout pour un commerçant qui réouvre le 11 mai, ça représente 2,6 mois de loyer. Ces 2,6 mois, on va lui attribuer cette somme pour moitié au travers d'une subvention qui sera définitivement abandonnée par le groupe Frey au profit du commerçant. Et pour l'autre partie, au travers d'un prêt qui lui est accordé sur une durée de 24 mois, sans aucun intérêt, bien évidemment, dont l'amortissement ne démarrera que le 1er janvier 2021. Je peux me permettre, en fait, je n'ai pas prévu cette question, mais en fait, si je comprends bien, en fait,
Aujourd'hui, vous considérez que vos locataires sont vos clients et vous faites attention à vos clients, en fait, c'est ça? Vous savez, j'ai jamais vu quelqu'un faire fortune en ruinant ses clients. Ça n'existe pas. Ses clients, ce sont avant tout des partenaires. Cette crise, elle est pour tout le monde, elle est collective. Si on doit tous prendre notre part de cette crise, sinon on n'en sortira pas. Et donc on a jugé que c'était notre part à prendre dans cette crise. Et donc c'est pour ça qu'on a tendu cette main solidairement à nos locataires. Mais je pense que, enfin, on va pas débattre, mais je pense que dans l'avenir, les gens n'oublieront pas. Je pense qu'on n'oublie pas parce que quand ça va pas, mais vous l'avez pas fait pour ça, hein, j'ai bien compris. Mais quand ça va. Je le fais pas pour ça, mais j'espère qu'ils s'en souviendront. Mais je le fais pas pour ça. J'attends rien en retour. Ce sont mes partenaires. Si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Voilà, donc je prends ma part de cette crise. Voilà. Alors, juste un tout petit point. Bon, mis à part les différents éloges de plusieurs femmes qui ont dit que vous étiez très beau, je vous le dis, il y a eu. Pâté les 08. Ah ouais, c'est ça. Alors, et attendez, il y a eu une très belle phrase de Thierry Toledano que je ne connais pas, mais qui a mis pour avoir fait affaire avec l'entreprise Frey, c'est une entreprise à l'écoute et humaine. Voilà, je voulais vous le dire parce que. Et il y a quelqu'un qui a écrit Antoine Frey, le patron du Retail Park. Voilà. Je vous dis ce que les gens disent. Hein. C'est sympa. Voilà. Bon, on continue dans les questions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est différent dans les gens qui ont offert leur loyer, enfin qui ont offert leur loyer, qui ont aidé leurs locataires par rapport à d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas une différence parce que c'est aussi votre argent et c'est vous qui décidez? Bon, même si c'est pas votre argent parce qu'il y a une partie où vous êtes associé, mais est-ce que c'est pas aussi parce que c'est il y a moins de décisionnaires? Frey, c'est un groupe entrepreneurial. Hein. J'en suis le fondateur, j'en suis l'actionnaire majoritaire. C'est en très très grande partie mon argent. C'est aussi celui des autres actionnaires du groupe Frey, mais c'est avant tout le mien. Donc les décisions, c'est moi qui les prends, c'est ma boîte. Donc c'est sûr que c'est une différence fondamentale. Je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à tous les bailleurs parce que chaque situation est différente. Il y a des bailleurs qui tout simplement n'ont pas les moyens d'avoir l'élan de solidarité que nous on a. Si on fait aujourd'hui, si on met en place ce plan de soutien, c'est parce qu'on a la chance d'être un groupe très solide, avec un endettement très faible. Hein, on a moins de 23% d'effet de levier et une trésorerie qui nous permet de tendre cette main. Il y a d'autres bailleurs qui, sincèrement, n'en ont pas les moyens. Et puis il y en a qui en ont les moyens qui ne le font pas. Ça, c'est une autre histoire. D'accord. Je vous pose une dernière question parce qu'on est un tout petit peu en retard dans le. Bon, je vous en pose deux. Vous avez été présent pour vos locataires. Est-ce que les banquiers l'ont été aussi pour vous? J'ai pas eu besoin de demander à mes banquiers. Je suis financé en crédit corporate. Je vais pas être technique pour pas saouler tout le monde, mais clairement, j'ai pas eu besoin de mes banquiers pour faire ça. Ok. Alors, on va poser la deuxième question. Ah oui, alors ça, le problème, on va prendre encore 2 minutes. Il n'y a plus de diversité dans les centres co. On en a parlé tous les deux avant cette conférence. On a eu une longue discussion où je vous disais, le problème, c'est quand tu vas à Sceaux-Ouest, tu vas aujourd'hui ou à Val d'Europe ou à Noisy-le-Sec, bref, n'importe quel centre, c'est tout le temps les mêmes enseignes, c'est tout le temps le Jennifer, le Alain Flelou. Il n'y a plus de diversité. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une diversité? Parce que moi, je me rappelle qu'il y a 20 ans, quand j'allais avec mon père au Auchan, il y avait des petits commerçants dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, il n'y a plus, quand je dis il n'y a plus de vie, il y a moins de vie parce que c'est plus que des grandes enseignes. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, en fait, l'immobilier, c'est un métier comme beaucoup d'autres qui s'est énormément financiarisé. Et forcément, en se financiarisant, c'est un métier qui a laissé parfois peut-être trop la place à ses financiers dans l'arbitrage du merchandising des projets. C'est sûr que c'est plus sécurisant de louer une cellule à une grande succursale qu'à un petit commerçant parce que il est moins solvable et que c'est une prise de risque plus importante. Chez nous, on a fait le contraire. On a des équipes leasing qui sont dédiées à parler à des petits commerçants, à des concepts indépendants, uniques, exclusifs, parce que ce qui fait la richesse d'un centre, c'est la biodiversité commerciale de ce centre. Voilà. Et ceux qui l'ont oublié, je pense, un jour vont s'en mordre les doigts. Je suis d'accord. Ok, écoutez, Antoine, merci beaucoup. Les gens demandent si le futur centre de Montpellier sera différent.
nos centres seront différents, ils sont déjà très différents de ceux qui existent et les prochains vont en être encore plus, croyez-moi. Bon, ok, merci Antoine, merci à toi et merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Au revoir. Et il est super. Alors, on continue. On a eu Meka. On va appeler. Ah bah tiens, on va appeler. Eh ben vous me dites, on appelle tout de suite. Eh ben tiens, on va passer à une femme parce qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes et on a la chance d'en avoir. On va appeler la présidente et déléguée générale de la Fédération française de la franchise. J'avais envie d'avoir parce que vous êtes beaucoup de franchisés, de franchiseurs à. Bonjour. Vous êtes beaucoup de franchisés et de franchiseurs à nous regarder. Donc c'est très important que vous puissiez avoir ça. Alors, Véronique, est-ce que vous pouvez couper le micro de l'ordinateur? Ah, Véronique, ça va être un peu compliqué en termes. Vous êtes avec le Wi-Fi ou pas, Véronique? Bon, ça donne ça, Véronique. Hein. C'est en. Voilà, Véronique, c'est morcelé. Décalage du son et de l'image. Attention, les paroles sont belles. Pour bien connaître les chiffres. Véronique. Bon. Ça va être compliqué techniquement, elle m'avait prévenu. Parce qu'elle n'est pas à Paris. On va essayer de rappeler. Sinon, on va passer à notre invité. On reviendra sur Véronique après. Ouais, Véronique, c'est un peu compliqué. Vous m'entendez? Ouais, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Véronique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Véronique. Ça ne marche pas. On va revenir à Véronique juste après. En plus, c'était très intéressant. Il y a des questions super. Alors, on va passer un peu technique. Vous voulez un peu de technique ou pas? Vraiment de technique immobilier. Voilà. Bruno. Ouais. Alors, on va avoir de la technique avec Bruno. Bruno, bonjour. Alors, voilà. Ça va? Oui, très bien, David. Ouais. Alors, il faut juste couper le son de l'autre de haut-parleur. Comme ça, on n'a pas. Voilà, c'est fait. Ok, parfait. Même pas peur. Eh ben, on va voir, Aurélie, si tu n'as même pas peur, parce qu'on va faire de la vraie technique. Alors, Bruno, est-ce qu'on peut te laisser déjà peut-être te présenter? Je vais me présenter déjà. Bonjour à tous. Hein. Je suis ravi de participer à cet événement. Et puis, David, un grand merci pour avoir pris cette initiative. Alors, je suis un avocat fiscaliste. J'ai entendu parler un peu de fiscalité tout au long des discussions qui ont eu lieu avant. Donc, je suis chez PwC. Et je suis responsable de l'activité immobilière et hospitality. PwC, c'est un acteur qui, depuis plus de 15 ans, a une activité immobilière dans laquelle on trouve plus de 200 personnes sur les différents métiers de notre réseau, c'est-à-dire l'audit, l'expertise comptable, la fiscalité, le juridique, alors, Bruno, et les différents métiers. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Non, mais c'est pas grave. Bruno, en fait, pour résumer, vous êtes un très très grand avocat. Je sais pas. Vous avez par exemple, alors je vais vous parler, les amis, je vais vous parler peut-être en plus concret. Il y a eu une vente, je suppose que vous en rappelez, la vente du Apple Store sur les Champs-Élysées. Oui. Bruno faisait partie des avocats qui ont négocié. Il y a eu, on va y venir après dans certaines questions, il y a eu des très très belles transactions. Donc Bruno fait partie d'un très grand groupe d'avocats et il fait des transactions de très haut niveau. Alors, Bruno. Je peux apporter une précision, David? Bien sûr. J'ai la chance d'avoir des clients exceptionnels. Tu parlais d'Apple Store, c'est Heinz, la Française. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais des clients qui sont extraordinaires. Et c'est une grande chance de travailler avec des grands professionnels de l'immobilier. Voilà. Parfait. Alors, Bruno, première question. Le secteur de l'immobilier, vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors, par nature, je suis optimiste, mais je pense que les circonstances nous appellent à la vigilance et c'est un optimisme tempéré. Je pense que ce que nous vivons, c'est exceptionnel. Moi, je suis associé depuis plus de 20 ans. C'est la première fois qu'on vit une situation comme celle-là. Il y a des implications multiples sur chacun d'entre nous, dans nos relations de travail, sur nos équipes et puis sur le secteur d'industrie dans lequel on travaille. Il est clair que
je pense que je veux rester optimiste parce que je ne pense pas que le monde d'après, et ça c'était une discussion qu'on a eue David ensemble, sera totalement différent. Il n'y a pas de révolution qui va s'opérer. En revanche, je souhaiterais qu'on tire des enseignements de ce qui est en train de se produire actuellement et qui nous touche tous. Je pense qu'on a tous été sidérés de ce qui se passait. Et donc, on est sorti de cette sidération, pour la plupart d'entre nous. Certains y sont encore. Et donc, il va falloir qu'on avance. Alors, le 11 mai, je ne sais pas très bien ce qui va véritablement se passer, mais dans les mois qui viennent, il va falloir qu'on tire les enseignements de cette crise. Donc, je ne sais pas, David, alors, tu souhaites… Non, mais c'est pas ça, c'est que tu es optimiste ou pessimiste? Je suis optimiste, mais de manière tempérée et raisonnable. Bon. Raisonnablement optimiste. Pardon, hein, mais j'aime bien les… Alors, tu sais, on a beaucoup parlé, tu m'as dit, David, j'aimerais parler du jour d'après et de la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, on s'est parlé, tu m'as dit, tu sais, David, aujourd'hui, l'État, il donne beaucoup, avec les PGE, avec l'ensemble des… Et derrière, il y aura une fiscalité qui va arriver, qui va être évidente. Parce qu'il faut bien un moment qu'on rattrape tout ce qu'on a donné. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton avis là-dessus? Alors, c'est une vision, une perception. En fait, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un soutien et des soutiens qui sont considérables de la part de l'État. Je ne vais pas les reprendre, ça a été beaucoup… il y a beaucoup d'éléments qui ont été déjà apportés, mais c'est vrai que la fiscalité, c'est un moyen utilisé par l'État pour retrouver des ressources après une période de très grandes dépenses. On a une expérience, c'était la crise de 2008, avec effectivement des mesures de soutien qui avaient été aussi très, très importantes. Et ensuite, une tentation, c'est ce que je ce que je te disais, c'est cette tentation d'augmenter la pression fiscale pour faire rentrer des recettes avec une impression de la part de l'État, des autorités, que l'augmentation du taux va avoir un effet mécanique positif, c'est-à-dire augmenter les recettes fiscales. Et il s'avère que dans la réalité du monde, l'augmentation des taux ne se traduit pas par une amélioration directe du rendement. En général, il y a un phénomène de perte en ligne et de perte de confiance. Et je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel dans cette tentation de l'augmentation de la pression fiscale qui peut arriver, peut-être pas immédiatement, parce qu'on voit bien que les intervenants, ceux qui gouvernent actuellement, on a entendu le ministre, tu avais posé une question très pertinente. Aujourd'hui, tout le monde nous dit non, il n'y aura pas d'augmentation de la pression fiscale. Mais qu'en sera-t-il dans 6 mois, 18 mois 20 Non, mais tu vois, par exemple, il y a un type qui vient de dire, Charles Tuile qui vient d'écrire, est-ce que la TVA va passer à 24%? Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment, ils ont donné, il faut bien qu'ils récupèrent. Hein. Alors, c'est là où c'est intéressant en plan technique. La fiscalité, c'est un moyen, c'est un outil. En augmentant les taux, par exemple, tu prends l'exemple de la TVA, quel va être l'effet? Tu vas pénaliser vraisemblablement les catégories les plus fragiles de la société en augmentant la TVA de manière sur le taux de droit commun. Enfin, le taux de 20, tu passes à 24, ça aura un impact social immédiat et on peut imaginer que ça peut bloquer la consommation. Donc, il y a des évidences qui en fiscalité ne sont pas évidentes. C'est contre-intuitif, mais l'augmentation des taux peut avoir des effets très négatifs. Je prendrai un exemple, de parler de la TVA, mais on peut parler parce que l'immobilier est considéré comme un secteur souvent passif par le législateur et par ceux qui gouvernent, alors que c'est un secteur d'industrie, il ne faut pas l'oublier. Je rappellerai c'est 14% du PIB, il y a beaucoup d'éléments, je ne vais pas revenir avec des chiffres, mais on peut aussi avoir, par les mesures qu'on prend, un effet négatif. L'augmentation de la TVA, l'augmentation de l'IFI, par exemple, peut avoir un effet de pousser une catégorie de la population, comme c'était le cas déjà avec l'impôt sur la fortune, à quitter la France ou à désinvestir sur l'immobilier français. Et je pense que ça, ce sont des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut raison garder sur la fiscalité, utiliser la fiscalité comme un outil. Là, on le voit de manière négative, c'est-à-dire en augmentant la pression. Alors, Thierry Toledano te parle et tu as écrit, je te pose les questions en direct, parce qu'il y a quand même des gens qui interviennent. Il y a quelqu'un, Thierry, qui te dit CSG pour l'interrogation.
c'est la fiscalité et toutes les contributions. La CSG, la CRDS peuvent être également un moyen d'augmenter les recettes, mais tout ça sera très temporaire en réalité. Parce que non, mais de toute façon, l'État, quoi qu'il arrive, il viendra récupérer son argent. Il n'aura pas le choix. Mais tu peux le récupérer d'une autre manière. C'est là où c'est intéressant de voir l'immobilier comme un secteur d'industrie. Tu peux aussi le voir en dynamisant le secteur, en attirant des capitaux pour et utiliser la fiscalité comme un élément d'attraction des capitaux sur des investissements dont on a besoin. Tout à l'heure, j'étais vraiment intéressé parce que le ministre mentionnait que le fait qu'il fallait diriger que l'immobilier devait s'intéresser au résidentiel, devait s'intéresser à la modernisation du territoire, devrait s'intéresser aux infrastructures. Il y a quand même un vrai enjeu de modernisation de Paris, mais aussi des métropoles régionales. Je pense que le territoire a besoin d'un secteur immobilier, d'une industrie immobilière puissante pour justement moderniser le pays et le rendre apte à répondre aux nouveaux enjeux. Et je pense que là, il y a une autre façon de voir la fiscalité en accélérant les opérations, en rendant liquides les marchés et en allégeant là où il le faut la fiscalité pour diriger, orienter et que la fiscalité soit un outil politique. Bruno, on va se laisser parce qu'il me reste encore 2 invités et je voulais tenir en 1h30. On n'y arrivera pas comme d'habitude, c'est toujours pareil. Et pourtant, vraiment, je vous jure, je m'étais promis de faire 1h30. Je peux te poser une dernière question, Bruno ? Vas-y, David. Quelle est la transaction dont tu es le plus fier dans ta carrière ? Alors, dont je suis plus fier dans ma carrière. Alors là, c'est très compliqué parce que tu parlais de commerce, de marché Saint-Honoré. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Non, je pense qu'il y a un moment peut-être qui a été très intéressant et qui a marqué le début d'opérations d'arrivée d'investisseurs internationaux et sud-coréens. C'était une transaction d'un immeuble à proximité de Sceaux Ouest, à Levallois, pour ceux qui connaissent le lieu. La SAP ? Oui, voilà. C'est cet immeuble, on travaillait avec la Française et dans le cours de la transaction, il y a eu un changement réglementaire. En fait, c'est une convention fiscale qui a changé. Et je me rappelle, en fait, pourquoi je parle de ça, parce que l'environnement dans lequel on évoluait a changé du tout au tout. Et il a fallu revoir les structurations pour des investisseurs sud-coréens avec des structures d'investissement directes avec la Corée du Sud. Et ça a été un élément marquant qui a contribué. La fiscalité ne fait pas tout. Je le rappelle à tous, la fiscalité, c'est un outil, c'est un moyen, et ça ne fait pas tout. Ça a été un des éléments qui a contribué à ce que les Sud-Coréens, en 2019, étaient les premiers investisseurs internationaux sur le marché français, en particulier à Paris. Je pense que voilà, ça c'est marquant parce que tu es confronté à un changement qui était totalement imprévu ou pas prévu à ce moment-là, et tu modifies le cours des choses en réfléchissant d'une manière différente. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de la structuration fiscale, mais en fait, on est passé à une structuration beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus efficace, et c'était un moment d'adaptation de toute une équipe avec laquelle j'ai travaillé, que ce soit l'investisseur sud-coréen, comme la Française en l'occurrence, et nous sur la partie qui nous concernait, la fiscalité et les aspects financiers. Voilà, où on a été obligé de s'adapter. Je pense que c'est un bon souvenir. Voilà, merci Bruno. Je te remercie du fond. Et on ira se faire une bonne petite bouffe à la sortie de ce confinement. Et pour ceux qui ont des questions de fiscalité, n'hésitez pas. Avec plaisir. Je suis toujours disponible. Avec plaisir. C'est gratuit, bien sûr. C'est gratuit. Ah bah, tout est gratuit. Allez. Les infos, tu sais. Avant le 11 mai, tout est gratuit. Merci Bruno. Allez. Au revoir. Je suis un petit bailleur, mon locataire, grande marque, ne me paye plus. L'État va-t-il me compenser cette perte sèche de revenus, sachant que c'est mon complément de retraite? Ah ouais, c'est bonne cette question. Il n'y a pas votre nom. J'aurais bien voulu avoir votre nom pour pouvoir… Alors, on va appeler Thomas d'abord, par respect pour Thomas, parce que… Et ensuite, on va enchaîner. Je commence un peu fatigué là. Ça va? Ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Alors, les amis, je vous présente Thomas Georgeon, qui est le directeur général de la Société de la Tour Eiffel. Alors, on va d'abord commencer. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Société de la Tour Eiffel et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le nom aussi, parce que est-ce que c'est un nom que vous avez inventé? Non, mais la Société de la Tour Eiffel, elle a
originalité d'avoir 130 ans. Waouh. Est-ce que ça marche? Ouais, on t'entend bien, tout le monde t'entend, Ouais. tout le monde te voit. Elle a 130 ans. C'est la société de la Tour Eiffel au sens où Gustave Eiffel l'avait créée il y a 130 ans pour construire et porter la tour. Et c'est quand même son originalité, ça fait c'est une vieille foncière, entre guillemets. Et aujourd'hui, en fait, elle a plus de rapport avec la Tour Eiffel en elle-même. Cette société, en fait, elle fait de l'immobilier. Elle fait très majoritairement de l'immobilier de bureau. D'accord. Alors, je vais te poser plusieurs questions. Tu as vu surtout l'intervention de Madame Brunel, je suppose. Oui, bien sûr. Alors, on va pas reparler. Ça avec attention. Ouais, on va pas reparler du bureau, mais on va parler peut-être du bureau, enfin pas du bureau en interne, mais du bureau périurbain. Comme ça, on parle un peu d'un autre sujet, même si ça reste du bureau. Comment va se porter le marché du bureau en 2020, le périurbain, on va dire? Oui, alors c'est bien, je pense, d'avoir commencé par Meka, parce que c'est une très grande dame et en plus, elle a une foncière qui fait un peu référence, puisqu'elle est 10 fois plus grosse que la nôtre en patrimoine. Gessina fait 20 milliards, la société à Tour Eiffel. Ouais, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, non? Mais on a justement, on a des attitudes et des patrimoines assez complémentaires, donc c'est intéressant, puis beaucoup de choses où on est d'accord aussi, évidemment. Sur la société de la Tour Eiffel, on a des bureaux à 80% dans le Grand Paris et pas beaucoup à l'intérieur de Paris même. Donc nous, on est plutôt sur des loyers un peu moindres que ceux qui sont payés dans Paris Intramuros et dans le QCA, le quartier central des affaires. Donc nous, on est sur on pourrait appeler ça du périurbain, entre guillemets, ou plutôt des agglomérations. Et vous avez souvent des gros paquebots. Ouais. Non, mais c'était pas. Vous avez des gros paquebots, donc vous avez souvent des monolocataires ou pas dedans? Non, c'est justement un peu l'inverse. On a plutôt des bâtiments en fait de taille moyenne avec du multilocataire. Ah voilà, multilocataire. Voilà, on a, juste pour se donner une petite image comme ça, 2 milliards d'euros, c'est 100 millions de loyers à peu près, c'est 640 baux. Donc ça veut dire qu'on est sur des petits baux. Donc c'est vraiment de l'horlogerie fine et c'est une société qui dirige elle-même sa relation client. Voilà. On va être assez proche par moment de ce qu'a pu dire Antoine Frey tout à l'heure sur les clients. Pour nous, les locataires, ce sont vraiment des clients. C'est des gens avec qui on est très proche. Donc pour parler de cette notion de périurbain, on pense que, alors on va voir ce que va donner le Covid évidemment, mais on pense que ces bureaux-là, ils ont un avantage, c'est que souvent ce sont des bureaux qui sont pas très denses. Donc avec ce qu'on va vivre là dans les semaines qui viennent sur évidemment la demande du ministère, notamment du travail, de dédensifier les espaces de travail, ce sont des surfaces qui vont plutôt pas mal résister. On est aussi dans des vrais sujets autour de la mobilité, puisque forcément, nous sommes dépendants des transports en commun extra-parisiens et donc des fins de lignes de métro ou des lignes de RER, parfois même du futur Grand Paris Express. Par exemple, on est sur le plateau de Saclay, là où viendra comment ça va évoluer? Paris Express. Alors moi, j'ai pas de boule de cristal, et puis on pourra parler 2 minutes de cette crise Covid peut-être un peu plus profondément, mais nous, on est assez serein sur le fait que le bureau classique va bien se porter et que ce marché périurbain, il a toujours une forte utilité et qu'il va rester solide dans les années qui viennent. C'est compliqué, là, aujourd'hui, Meka l'a très bien dit au début, c'est qu'on est quand même un peu en perte de repères. C'est pas facile de savoir ce qui va se passer. Ah, je comprends. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la crise, elle est hyper violente. Elle est vraiment, je crois qu'il y a quelqu'un qui a employé le mot de sidération tout à l'heure. Donc, elle nous sidère un peu, effectivement. On n'a pas trop compris ce qui nous tombait sur le coin de la figure. Mais tu as vu quand même que l'humanité a vécu des crises beaucoup plus longues et que l'humanité sait se remettre de choses violentes et courtes. Alors, ça n'empêche évidemment qu'il y a des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles, professionnellement, familialement, individuellement, psychologiquement aujourd'hui. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, j'ai peur que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la crise du Covid, ce soit un peu balayé au bout d'un temps par les effets du temps, quoi. Alors, il y a des gens qui prédisent une nouvelle ère, et moi, je dis souvent, ce sera peut-être un nouvel an seulement. On va se lever avec une gueule de bois et puis des bonnes résolutions. Alors, on va voir. Mais Thomas, c'est pas facile de faire une projection quand même, David. Non, j'ai compris. Thomas, j'ai une question à te poser. Est-ce que le Covid va changer ta manière de manager? Ça, incontestablement, il va changer ma manière de manager. Oui, je pense qu'on est un peu tous pareils, tous les managers et les dirigeants de boîte. C'est que là, on a vécu quelque chose de très particulier où on n'a plus vu nos collaborateurs pendant 2 mois. Voilà.
Donc on a besoin de se voir, on a besoin de les voir, on a besoin de sentir où ils en sont dans les cas personnels, personne par personne. On a besoin de voir un peu leur état d'esprit. Comment est-ce qu'ils abordent la suite des événements? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont dans une projection forte et tout ça? Alors on les voit dans les visios qu'on fait toute la journée, mais c'est quand même vraiment pas pareil. Et moi, ce qui est sûr, c'est que ça m'a vraiment tout d'abord fait ressentir une position de capitaine de navire. Ça, c'est un truc que j'avais pas autant vécu dans ma carrière avant. C'est vraiment, on sent que on est à la tête et qu'on est drôlement regardé sur le cap qu'on donne à la société, sur la direction qu'on lui donne, sur ce cap à tenir dans la tempête. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a posé des très très grandes questions sur le sujet de l'incarnation du management, c'est-à-dire cette capacité à être vraiment présent en tant que patron auprès de ses collaborateurs. Voilà. Mais présent, d'abord présent psychologiquement et à l'écoute, c'est-à-dire vraiment être là. Et puis présent aussi en tant que, voilà, avec son corps, avec ses gestes, avec ses doutes, avec ses interrogations, avec sa puissance de conviction et ses idées fortes aussi. Mais plus que jamais, je pense qu'on va devoir réfléchir sur cette présence qu'on a, cette présence réelle qu'on a auprès de nos collaborateurs. Et ça joue aussi d'ailleurs sur les espaces de travail. Très clairement, dans les entreprises, ces managers qui vont devoir être extrêmement présents avec des gens qui veulent se voir, ça pose plein de questions pour le bureau de demain. Mais en tout cas, ça me fait réfléchir. Tu sais, Thomas, on en avait parlé un peu avant la conférence, et moi, je vous donne un peu mon avis, même si je suis pas censé être la personne qui parle. Alors, Thomas, je te fais un gros bisou, et je fais passer, parce qu'on doit finir, je fais passer notre charmante invitée Véronique juste après. J'espère que ça va marcher. Je te remercie du fond du cœur, Thomas, et je vais finir la conversation avec toi, mais tout seul. À tout de suite. À bientôt. Au revoir. Je voulais juste vous préciser quelque chose parce que j'avais eu cette discussion avec Thomas. Je pense qu'il m'a dit, mais David, c'est quoi un bon manager? Et je pense qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui arrive à donner confiance en lui. Parce que c'est pas tout de manager. L'idée, c'est de réussir à créer de la confiance. Je m'explique. Arnaud Frey t'a dit, ah bah non, je suis plus avec lui. Bravo Thomas, très intéressant. Alors, quand je parle de la confiance, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez. Imaginons qu'on est à la barre d'un navire. On est sur un gros bateau, on a 400 personnes à bord. Pourquoi les gens vont se dire, bah écoute, je ne prends pas le volant, je vais laisser lui tenir ce bateau parce que je pense qu'il va mieux nous sortir de cette tempête que nous. Donc ça veut dire que le manager doit être la personne qui derrière dégage assez d'émotions pour qu'on puisse lui-même se dire, ah ben non, c'est lui qui tient la barre et j'ai confiance en lui, il fera mieux que moi. Donc c'est ça le rôle d'un manager, c'est de réussir à fédérer et à apporter de la confiance. C'est ce qu'on disait avec Thomas. Voilà. Et ben il nous reste notre chère amie Véronique. J'espère qu'on va réussir à la voir. Véronique. Parce que c'est important pour moi d'avoir la franchise, la Fédération française de la franchise. Ah. Vous voyez. Oui, je vous vois. C'est un peu lent. Je vous entends très bien. C'est un peu lent, mais je vous vois. C'est un peu lent. Regardez, je vous montre à votre caméra comment on vous voit. Ouais. Je vais peut-être fermer ce qu'il y a sur l'ordinateur pour donner plus. Alors, on y va. Bah, on va faire avec. De toute façon, moi, je voulais commencer avec une femme et finir avec une femme. Et ben, on a réussi ce qu'on voulait. Alors, Véronique, vous êtes la déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Déjà, est-ce que vous êtes optimiste? C'est pas prévu, mais j'y pense. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir? Moi, je suis de toute façon optimiste. Et je pense que quand on est dans le commerce, on est forcément optimiste parce que Excusez-moi. se remettre en cause et redévelopper nouvelles initiatives, quelles que soient les difficultés des périodes. Donc oui, je suis optimiste. D'accord. Alors, selon vos déclarations sur BFM, il ne faut pas s'attendre à la normale en termes de retour en chiffre d'affaires avant l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez développer ce point-là? Et vous avez même dit, attendez, j'ai trouvé ça super, vous avez dit, avec les charges supplémentaires, les emprunts, les reports de loyer, etc., ce serait comme donner un sursis à un condamné à mort. Oui, j'ai un peu des phrases à l'emporte-pièce comme ça, mais
Je pense très concrètement qu'on ne peut absolument pas repartir business as usual. Demain ne sera pas avant-hier, ça c'est une certitude. Le problème qui va se poser, c'est qu'on va mettre beaucoup de temps à retrouver les chiffres d'affaires initiaux. En revanche, à partir du 11, on va retrouver les coûts fixes de l'avant-confinement. Donc ça, il va falloir réconcilier un certain nombre d'équations économiques. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est pas du tout réaliste de repartir et des flux gouvernementaux. Mais maintenant, il va vraiment falloir qu'on rédige les règles de la V2 du programme économique. Parce que Véronique? je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, je vous entends. On vous entend très mal, mais on vous entend. Bon. Alors, alors, je sais que pour l'instant, c'est pas le moment de parler des loyers parce que vous êtes en concertation avec la médiatrice, donc on ne parlera pas de ce sujet. Vous avez promis à la médiatrice de ne pas en parler et c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça s'est passé juste avant, c'est ça? Non, mais vous faites des promesses, c'est pour les respecter quand même. Absolument. Bon, on fait des promesses, c'est quand même pour les respecter, sinon ça ne... Sur cette médiation, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que c'est très très bien de l'avoir mise en œuvre. Donc maintenant, effectivement, on va donner la chance à la médiation d'aller jusqu'au bout. Et donc, je pense que la médiation, on dit jusqu'à ce qu'on aboutisse. Mais concrètement, c'est déjà une chance de donner aux différents acteurs d'essayer de trouver un terrain d'entente. Et à mon avis, c'est une bonne chose. Alors, ça marche très mal, donc je vous pose juste une seule question qui est pour moi la plus importante. Oui. Est-ce que le monde de la franchise va résister à ce tsunami? Et est-ce que les franchiseurs vont jouer la solidarité avec leurs franchisés? Alors, de manière très simple, en fait, je crois que la franchise, c'est vraiment un modèle économique. Bon, on l'a perdu. Elle était intéressante, cette question en plus. Vous savez quoi, on va l'appeler, il a raison, je ne sais pas qui, parce qu'il n'y a pas son nom, mais il a raison, on va l'appeler en normal. Au moins, on a cette réponse parce qu'elle est importante. Allô? Non, mais juste. Allô, vous m'entendez, Véronique? Bon. Eh ben, on n'arrive pas à joindre Véronique. Non, mais elle est importante, cette question en plus. Vous êtes d'accord? Elle est importante, non, les amis? On la retente quand même, hein, elle est importante, cette question. Vous m'entendez? Très bien. Ah, parfait. Ok. C'est compliqué, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Promis, vous reviendrez à Paris et on se refera ça. Il y a des gens qui ont écrit « Aïe, 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 ça a coupé au moment le plus important ». Alors, donc je repose ma question. Est-ce que les franchiseurs vont jouer la solidarité avec leurs franchisés? Alors, il y a déjà beaucoup de franchiseurs qui ont joué la solidarité. Et le modèle de la franchise est vraiment le modèle qui devrait permettre de résister au mieux à la crise. Parce qu'en fait, c'est basé sur le partage de la valeur et le franchisé n'a aucun intérêt à perdre ses franchiseurs et le franchiseur n'a aucun intérêt à perdre ses franchisés. Très concrètement, c'est pour ça effectivement que le dialogue s'est ouvert très tôt et que chacun, avec des moyens d'aider ses franchisés. Et je trouve que c'est un excellent exemple qu'on devrait donner d'ailleurs dans la discussion entre bailleurs et preneurs, parce que les solutions ne se trouveront pas dans la confrontation, mais dans la solidarité. Et à un moment donné, je pense qu'on est tous embarqués dans le même bateau. On a une vraie problématique qui est de se sortir de la crise. Je pense que le gouvernement et l'État français donnaient beaucoup déjà. Il va falloir que nous aussi, nous donnions à notre mesure. Des maillons de cette grande chaîne contribuent pour permettre de passer ce cap et de retrouver peut-être dans un an, peut-être plus, la situation du passé. Pour ça, pour moi, il y a 3 axes importants. D'abord, il faut que les efforts soient supportés par l'ensemble des acteurs.
Ensuite, très probablement, il va falloir revoir d'anciennes règles, des règles peut-être de la réglementation du commerce au travail. Et puis, troisièmement, ces périodes, il va probablement falloir que sur l'incertitude du chiffre d'affaires, on puisse apporter une bonne dose de variabilité dans nos contrats. Et je parle des contrats de franchise, je parle de tous les autres contrats qui sont aujourd'hui les lois du commerce. Mais vous savez, en fait, quand on a une crise, on est très mal parce que ça remet en question nos équilibres, nos habitudes, notre confort. Et puis, il faut quand même voir que parfois, les crises, elles nous amènent à revoir certaines règles canoniques qu'on n'a pas eu le courage de revoir, parce qu'en période de confort, on n'a pas forcément envie. Ouais, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais, en fait. Mais la crise nous oblige et nous aide à remettre dans l'urgence des règles de bonne aloi. Donc, moi, j'ai confiance dans l'avenir parce que je pense qu'on est capable de réagir. Maintenant, pour réagir, il faut vraiment que tous les acteurs se mettent autour d'une même table et prennent leur part de responsabilité. Merci Véronique. On va clôturer sur ça parce que c'est un peu compliqué la connexion. Mais en tout cas, du fond du cœur, je voulais vous dire… Non, c'est pas grave. Je suis très, très content de vous avoir eu et de pouvoir au moins vous parler aussi un peu des franchisés et des franchiseurs parce que c'est quand même une partie du commerce. Absolument. Merci beaucoup. Alors, les amis, on a fini. Allez, on se prend 3 minutes juste pour parler entre nous. Vous êtes encore 1127. C'est quand même fou qu'on était à 1700. On n'a perdu que 600 personnes sur la route. Alors, j'avais promis à un copain à moi de le faire. Voilà, ça perd l'hypopète pour mes boîtes aux lettres. Alors, dernière chose. Pour finir, ces webinars, en tout cas, tels qu'ils sont lancés, c'était la dernière. Donc, je ne ferai plus de webinars comme on les a fait aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir des invités de renom. En clair, aujourd'hui, je pense qu'on n'aura déjà tous plus le temps de se regarder comme on est en train de le faire. Parce que là, le lundi de 16h à 17h40, je pense que vous n'aurez pas le temps de regarder David Bramy raconter sa vie toute la journée. Et surtout, les invités que j'aime et que j'ai reçus n'auront peut-être pas le temps de venir nous raconter leurs histoires. Donc, du fond du cœur, c'était le dernier. Du fond du cœur, je vous aime très fort. Peut-être que vous me reverrez dans d'autres situations. Et avant de finir, je voulais inviter quelqu'un qui, pour moi, est très important à mes yeux, qui est une des personnes les plus importantes à mes yeux. Et je voulais partager ce moment et cette dernière avec vous. Voilà. Et il m'envoie sur répondeur. Ah oui, c'est logique. C'est logique. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Et non, il ne veut pas. C'est un coquin. Vous voyez, il m'envoie sur répondeur. Eh ben, il ne répond pas le coquin. Eh ouais, il répond pas. Ah, tu m'as envoyé sur le répondeur, tu n'avais pas envie de parler. Enlève le son de l'ordinateur. Voilà. Alors voilà, je voulais partager ce moment avec mon associé parce que souvent on me dit… Tu aurais dû me prévenir parce que tu n'as eu que des invités beaux gosses et je suis en petit polo, j'aurais pu me faire un peu plus frais. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu m'as envoyé sur répondeur. Alors, je voulais juste vous dire du fond du cœur parce que moi, je ne suis que la face visible de mon groupe. Et derrière la face visible, il y a ce monsieur. Et c'est le génie qui est derrière, c'est lui. C'est lui qui m'a aidé pendant toutes ces périodes à organiser tout ça. C'est lui. Voilà. Et en plus, il déteste passer à la caméra. Voilà. Je déteste. Voilà. Donc, si vous avez des questions à lui poser, mais il le fait très, très bien. Et on a la chance d'être deux à maintenir cette société. Et voilà, il y a un communicant, il y a quelqu'un derrière, et c'est pour ça que ça marche aussi. Avoir un associé, si on est tous les deux pareils, c'est qu'il y en a un trop. Et notre chance, c'est que ça marche comme ça. Non, mais tu vois, moi, ce que je peux faire, ce qu'il y a bien, regarde, tu vois, en faisant ça, hop là, t'es plus là. Hop là, t'es… Alors, dernière chose, pardon. Est-ce que tu as un avis sur tout ce qui s'est dit de Meka? Quelle a été la personne qui t'a le plus touché? L'intervention de Meka… Il y a quelqu'un qui a écrit « Enfin l'homme de l'ombre ». L'intervention de Meka, elle était quand même très pertinente. Après, personne n'a une boule de cristal aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir l'avant-Covid et l'après-Covid. Ça va bien nous faire réfléchir aussi sur les investissements.
Le secteur du commerce, avant le Covid, avait déjà quand même pris une grande claque avec Internet, avec la mutation du commerce. Il va falloir se réinventer de plus en plus. Que disait Antoine Stray sur laisser la place aux petits commerçants, apporter d'humanité dans les centres-co. Ça va se révéler de plus en plus, et pas que pour les centres-co, aussi pour le centre-ville. Il va falloir apporter une nouvelle expérience client pour les utilisateurs pour pouvoir les ramener dans les magasins. Je pense que aujourd'hui, des rues toutes les mêmes, avec toutes les mêmes enseignes, je pense qu'on n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est de l'originalité. Ce qu'on veut, c'est une nouvelle expérience client. Ce que disait Eric Kaiser sur le fait d'accompagner ses clients et d'avoir un discours face à ses clients beaucoup plus proche, ça va se révéler. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que ça va remettre beaucoup de choses en place. Et on va avancer comme ça. On va voir où on va. Bah écoutez, Monsieur Citruc, merci beaucoup de nous avoir accordé une petite interview. Et on vous aime très fort. Et il y a plein de gens qui demandent et qui disent il est quand même plus beau gosse que David. Voilà. Donc, tu vois, avec rien, t'étais pas. Et encore là, je suis pas au top. Ouais, je sais que t'es pas au top. En mode confinement. Voilà. Mais tu vois, moi, j'ai un avantage par rapport à toi, c'est que moi, j'ai ce bouton là, tu vois. Au revoir. Bon. Merci David, Bon, allez. À tous, je vous ai… Ah bah voilà, il a mis même le lien. Thibaut, il n'en rate pas une, Thibaut. Alors, juste une dernière chose, je vous aime du fond du cœur. Je voulais juste vous préciser quelque chose. 9 personnes sur 10, je ne les… Même pas, 99% des personnes, je ne les connaissais pas. Je connaissais que Pauline Duval. Voilà. Donc, c'est fou, mais comme quoi, quand on veut, on peut. Donc, croyez en vos rêves. Croyez en tout ce que vous voulez. Mais croyez et foncez parce que c'est réalisable. Vous vous rendez compte, le ministre, je l'ai tellement embêté qu'à la fin, je pense qu'il l'a fait. Mais comme quoi, croyez en vos rêves, ils peuvent se réaliser. Voilà, à tous, je vous souhaite une… Thibaut, Rosa, il a partagé mon profil. Arrête, Thibaut. Ça y est, on se lâche. Ça fait du bien de se quitter comme ça. Vous êtes encore plus de 1000 à me suivre. Vous n'avez pas envie de partir, mais ça y est, c'est la dernière. Je vous aime. On va pouvoir bosser, se bagarrer, battez-vous parce que ça va pas être facile, même si on est plein d'optimisme, on est plein de sourires, il va y avoir des grosses crises qui vont arriver. Donc vraiment, battez-vous. On finit avec Antonella qui a dit merci David et à son associé, à l'ensemble des intervenants. Ce webinaire a permis d'avoir une vision large des réflexions et des impacts. Attends, il y a tellement de messages. Et des impacts actuels. Prenez soin de vous. Eh ben, du fond du cœur, merci à tous. N'oubliez pas, alors si vous voulez nous suivre, c'est David Brami sur LinkedIn ou David Brami sur Instagram. Voilà, je partage un peu plus de choses sur Instagram, DAVID, BRAMI. Venez sur Instagram, je vous enverrai le lien. Voilà, je vous aime du fond du cœur et à très bientôt. On se retrouvera très très vite, je le suppose. Je vous aime.